Adrien, la dernière fois qu'on est venu ici, en tout cas suivre un match avec Gilbert, c'était Lens PSV Eindhoven. On était venu contre Arsenal, je trouve que tu avais marqué ce soir-là, non? Ouais. Exactement. Donc, tout ça pour dire qu'on était venu et que Lens jouait la Ligue des Champions. Est-ce que tu imaginais qu'on puisse en reparler 2 ans après, et après la saison difficile qui s'est enchaînée dernière, même pour toi à titre perso, comment tu vis ce qui est en train de se passer cette année? Non, très sincèrement, non. Parce que on avait eu la chance de découvrir la Ligue des Champions il y a 3 ans. Après ça, on a fait une saison où on termine huitième la saison dernière, où on a quand même pas mal souffert. On a manqué de constance, je dirais, sur toute la saison. Et puis cette année, c'était aussi le début de nouvelle histoire avec un nouveau staff, avec un nouveau coach, avec pas mal de changements dans la direction. Donc on ne savait pas trop où on allait. Et d'être deuxième au soir de la 21e journée, c'était totalement inespéré en début de saison. Mais malgré ça, je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on le mérite. On a travaillé, le coach fait un travail fantastique. Et puis c'est un kiff d'être ici dans ce club, à Bollaert, avec les supporters, la ferveur. On a vraiment de la chance. Ouais. Et Adrien, justement, le coach, quand il est arrivé, tu lui as dit écoute, coach, moi, quand je joue, que je suis titulaire, les résultats sont là. Quand le coach qui était avant toi ne me faisait pas jouer, c'est là que Lens marchait beaucoup moins bien. Donc, tu as intérêt à me faire jouer. La preuve, tu rejoues, tu es de nouveau titulaire, tu es même capitaine maintenant, et ça marche super bien. Enfin, pour toi, il doit y avoir, attends, mine de rien, il doit y avoir une petite revanche, parce qu'à un moment, tu étais titulaire, l'année de la Ligue des Champions, Arsenal et tout. Après, tu as quand même été déclassé dans le club, et forcément tu le vivais pas très bien, et là c'est le retour de Thomasson. Nous on est content parce qu'on disait toujours que tu étais un joueur essentiel au milieu, donc Non, non, c'est vrai que en fait, j'ai eu une connexion naturelle avec le coach. Il est passé par Annecy, donc peut-être que ça. c'est que ça. Pour Peut-être être bon sur un terrain, il faut juste ce genre de choses là. il est originaire de ma région aussi, de la même région, je dirais. Et en fait, quand il m'a appelé en vacances, des fois, il y a des choses qui s'expliquent pas. Et j'ai senti tout de suite une connexion avec lui. Et voilà, ça s'est confirmé. Mais c'est ça qui fait que tu es performant après, juste parce qu'il te parle et qu'il y a une connexion? Non, pas forcément. Après, sur la fin de saison dernière, ça se passait aussi très bien avec le coach Steele, qui m'avait replacé aussi dans le cœur du jeu. Et je prenais énormément de plaisir. Ça correspondait aussi à mes qualités. Et le coach Sage est arrivé. Et voilà, après, il y a des choses dans le foot, quand on parle de confiance, mais c'est vraiment quelque chose de très important. La confiance qu'un coach peut donner à ses joueurs, essayer de tirer le meilleur de chaque individu. Et moi, tout de suite, en fait, j'avais envie d'aller à la guerre pour lui. Mais c'est un discours, quand tu dis les mots, le coach qui donne confiance, c'est dans le discours individuel, c'est dans le discours devant tout le monde, c'est comment ça se passe en fait? En fait, moi, j'ai une particularité, c'est que j'adore la rigueur. J'adore quand il y a un cadre qui est bien défini. Et avec le coach cette année, dès le premier jour, on a senti que il fallait pas rigoler, et qu'il fallait. C'est des choses toutes simples, hein, mais Pourtant, comme ça, quand on voit Pierre Sage, on se dit pas que c'est le coach avec qui il faut pas rigoler. et Il a pour- l'air sympa. Enfin, on ne dit pas c'est pas un entraîneur qui. Ouais, à la schlag. Ouais, voilà, c'est pas l'image qu'il donne. Donc, tu vois, on aimerait connaître les secrets de son management. Non, pour moi, le premier secret, c'est ça, c'est qu'il a imposé une rigueur, une exigence au quotidien, que ce soit à travers les séances d'entraînement. J'ai des exemples tout bêtes en tête, mais il veut pas qu'on arrive avec les lacets pas faits. Il veut pas qu'on mette le cache-cou au-dessus du nez. Il nous dit constamment Parce qu'il y a des gars qui arrivent avec les lacets pas faits ouais, bien sûr, bien sûr. Pour s'entraîner à l'entraînement. Ouais, sur le terrain, ouais, les lacets. Exactement. Mais non, mais exactement. à quoi ça sert de pas mettre les lacets? Après, ça, c'est une question. Pour moi, ça me paraît tellement Ça veut simple. dire on va s'entraîner des contracts en chaussons, on n'a pas besoin de serrer les lacets, c'est un peu Ouais, bizarre quand même. où il y a beaucoup de joueurs qui font les lacets après dernier 5, moment. 6, 7 minutes d'entraînement. Une fois que l'échauffement est passé, Ah ouais. l'histoire des cache-coups, j'ai encore vu sur le dernier match dimanche soir, lui, il veut pas de braqueur. Le coach, il nous dit tout le temps ça, il veut pas de braqueur dans l'équipe. Donc pas de cache-cou au-dessus du nez. Il veut aussi qu'on ait les mêmes tenues d'entraînement. Il veut pas qu'il y en ait un qui a un kawaii noir avec, et l'autre joueur dans son équipe avec un pull d'une couleur or. En fait, c'est des petites choses, mais je pense qu'on fait la différence. Et quand on est allé arracher des victoires sur les fins de match, pour moi, c'est lié. Ouais. Ça veut dire qu'il a réussi à emmener le vestiaire avec lui. Et là, on a des exemples récents à Marseille, à Rennes, où on nous dit oui, mais en fait, il y a des fractures avec le vestiaire. Donc c'est ça que Pierre Sage a réussi tout de suite ici à Lens, tu penses? Oui, je pense qu'il est arrivé aussi au bon moment, dans un contexte où il y a eu pas mal de changements à la direction. On a retrouvé vraiment un alignement avec Ben Parot, le directeur général, le directeur sportif, Jean-Louis Ça, les Lequin joueurs aussi. le sentent, ça?
Bah, nous, on l'a senti par exemple l'année dernière. En fait, on a senti tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'alignement. On savait qu'il y avait des tensions dans la direction. Et nous, sur le terrain, inconsciemment, ça rejaillissait. Et là, à l'inverse, dès le début de saison, on a vu que les choses étaient bien faites. Là, vous parlez du salon ici qui a été créé. On nous a expliqué l'origine de ce salon. Et ça, on vous fait visiter, on vous raconte tout ça et ça peut, emmener tous les joueurs dans une histoire commune. Moi, j'en suis persuadé. L'exemple de ce salon, c'est que en fait, on nous le fait découvrir la semaine de Lille, du derby. Et en fait, sur l'écran que vous avez derrière vous, ils nous projettent un peu un montage vidéo parce que ça fait, je crois que ça faisait 3 ans d'affilée qu'on battait pas Lille. Donc en fait, ils ont réussi à nous sensibiliser. C'était le mercredi, je me rappelle très bien. On jouait le samedi soir. Et en fait, c'est des petites choses, mais nous, en tant que joueurs, et surtout aussi pour les joueurs qui viennent... Et c'est quoi le petit film ? Qu'est-ce qu'on vous raconte à ce moment-là ? On nous raconte, on voit pas mal de vidéos de joueurs lillois qui nous chambraient après les dernières victoires. Ça n'a rien à voir avec le salon, en l'occurrence. Rien à voir avec le salon. Non, après, on a vu aussi les gens qui descendaient dans les mines à l'époque. Ah, ok, ouais. On a vu ces choses-là. On a vu aussi 4 ans en arrière, quand le club battait Lille, les célébrations, les gens qui pleuraient dans la rue. En fait, c'est des choses, encore une fois, qui sont pour moi essentielles. Ouais, bien sûr. Et en fait, toutes ces choses-là expliquent notre réussite actuelle. Alors, le terrain maintenant, qu'est-ce qui a concrètement changé ? Déjà, on a fait. C'est quand même bête de dire ça, mais moi, en tant que joueur, j'avais jamais connu ça. Mais on n'a pas couru. On n'a pas couru de la préparation sans ballon. On a fait une préparation intégralement. Je croyais que c'était devenu banal, moi, ce genre de prépa, que tout le monde faisait ça. Non, moi, c'était la première fois. D'ailleurs, on s'est questionné entre joueurs, parce que on avait même fait remonter les informations au préparateur physique, à l'adjoint du coach, en disant mais est-ce qu'on va être prêt pour le début du championnat ? Parce qu'on a l'impression que la préparation est... Ah, ça a créé une forme d'inquiétude parmi vous ? Ouais, on était inquiets. Genre quoi, de ne pas avoir bossé du foncier, Exactement. Des trucs comme ça ? On a fait une après-midi un travail foncier, mais quand d'habitude on a l'impression, toutes les semaines, surtout les 2-3 premières semaines où on double tous les jours, on s'entraîne le matin, l'après-midi. Là, il y a eu une fois dans la préparation où on a doublé. Et donc, du coup, on était inquiets, nous les joueurs. On s'est dit, mais... Vous êtes dit, Pierre Sage, c'est le Club Med ? Pas le Club Med, mais on s'est dit, nous, on veut être prêt le début du championnat. Et vu qu'on n'a jamais connu ce système-là, est-ce qu'on va l'être ? Intéressant. Alors, ce qui est votre grande force cette année, c'est de courir plus que les autres. Enfin, on a parlé de la réussite de Lens cette année, des individualités et tout, mais votre force, c'est ça. Notamment, moi, j'ai le souvenir du match contre Rennes où vous êtes à 10 contre 11 tout le match et vous courez plus qu'eux encore. Exactement. Après, on a eu aussi des matchs, je pense que le match de Rennes en est un, des matchs références sur le début de saison qui nous a aidés, qui nous a donné pas mal de confiance et qui nous a renforcés dans ce que voulait mettre le coach en place. Il y a un truc justement sur, c'est marrant que Rennes-Lens soit évoqué, sur ce qui vous demande à un moment où vous êtes à 10 contre 11, puisqu'ils arrivent à la première minute, ce qui est quand même assez rare. Et on a eu l'impression, ce qui a perturbé Rennes d'ailleurs, qu'en fait, vous n'avez pas changé ce qui était prévu, alors que vous avez été un de moins. Et ça, vous êtes passé en on-off, en off-on en disant en 1 minute. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, le premier, en fait, quand on prend le carton rouge, je me dirige vers le coach et je lui demande, coach, on fait quoi ? Parce que c'est Gradit qui prend le rouge. On perd notre axial droit, voilà, qui est un joueur important. On se retrouve à 10. Et en fait, à ce moment-là, à l'extérieur, contre une bonne équipe du championnat. Et à ce moment-là, il dit, on change rien. Et donc moi, ma première réaction, même les autres joueurs me regardent un petit peu, comment on va s'ajuster. Et en fait, non, on reste dans ce qu'on fait. Alors oui, après, on a eu des ajustements par rapport à ce que Rennes proposait. Mais on n'a pas vu un coach qui levait les bras, qui montrait de l'inquiétude par rapport à la situation. Et moi, je pense par expérience aussi que les joueurs, on est toujours ce que le coach transmet au bord du terrain. Et le bord du terrain, c'est vraiment parce que alors on a les modèles différents où à chaque fois on se dit est-ce que c'est bien le coach qui est excité, qui à la mi-temps répète 10 fois couille, il faut montrer que machin, l'excité au bord du terrain, le mec calme. Alors on a l'image un peu du calme, c'est bon Ancelotti avec le sourcil comme ça, il dégage une espèce de calme complet. Et puis tu as les entraîneurs beaucoup plus excités. De Zerbi, Sampaoli, voilà, Sampaoli, De Zerbi, ce genre de mec-là. Ça, on n'arrive jamais à savoir ce que préfère le joueur finalement. Moi, je pense que tout dépend de l'effectif. Tout dépend un peu des joueurs qui sont dans l'équipe. Nous, à Lens, c'est pour ça que ça a été le mariage quasiment parfait avec le coach. C'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un coach exubérant qui sans arrêt nous replace, sans arrêt nous dit quoi faire, s'il faut jouer vers l'avant, vers l'arrière. Et en fait, je pense que lui, sa sérénité,
Il l'a vu aussi qu'on était plutôt un groupe avec un bon mix entre les joueurs d'expérience, entre les plus jeunes, et qu'on n'avait pas besoin. Alors oui, par contre, des fois, à la mi-temps... C'est ça, ce que je veux dire, Adrien, il y a une vidéo qui est passée, et là on a vu un peu l'illustration, c'est que sur le banc, Pierre Sage très calme, et puis à la fameuse mi-temps, je sais plus, c'est récent, hein, c'était, tu vas nous le dire, mais Contre Auxerre, ouais. ouais, contre Auxerre, et en gros il vous a mis un savon énorme, et là on a découvert un autre Pierre Sage. Est-ce que ça c'est quand même pas la bonne alchimie, c'est-à-dire de ne pas mettre le feu sur le banc et d'être capable de le mettre dans le vestiaire? Si, je pense que c'est plutôt c'est pertinent parce que c'était pas la première fois. Alors là, il y avait les caméras, mais c'était pas la première fois que ça arrivait. Et en fait, je pense que son côté aussi ambitieux, bah voilà, c'est quelque chose d'important pour lui. Et en fait, à la mi-temps des matchs, il veut pas qu'on laisse passer une opportunité de gagner. Souvent, il estime qu'on est meilleur que l'adversaire. Il y a des choses à corriger, forcément. Mais en fait, voilà. Tout le temps, il estime que vous êtes meilleur que l'adversaire? Souvent, en fait. Parce Mais que c'est quoi, c'est de l'auto-persuasion ou c'est quelque chose que vous ressentez réellement? nous, on le ressent. On le ressent parce que souvent, il nous répète qu'on peut battre toutes les équipes du championnat. Et que Ouais, mais ça, on se dit, ça c'est une phrase, quoi. C'est facile. Moi, demain, je viens dans le vestiaire, je dis, vous pouvez battre tout le monde. Mais après, il y a l'explication et comment dire, d'expliquer ça de façon rationnelle pour que vous puissiez le toucher, ce truc-là, que vous pouvez battre tout le monde. C'est fait entre les mots et l'acte, quoi. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Non, c'est sûr que bien évidemment, il y a tout ce qui est la question sur la tactique, sur le plan de jeu, sur les choses qu'on peut travailler la semaine. Mais je dirais, ce qui fait aussi son secret un peu, c'est son timbre de voix. C'est-à-dire qu'il a un timbre de voix particulier et qui arrive à sensibiliser les joueurs. Ah ouais. Moi, personnellement, j'accorde aussi beaucoup d'importance à ça. Et en fait, bah voilà, c'est quelqu'un aussi, c'est un très bon orateur. Bah, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais le fait d'employer les bons mots au bon moment, pour moi, il y a une grande importance. Alors, Pierre Sage sera avec On nous tout pourra à le l'heure. constater Donc, tout à l'heure, parlons d'Adrien. Tu es en fin de contrat? Bon, où est-ce qu'on en est? Les supporters de Lens veulent savoir. Est-ce Ouais. qu'il y a une négociation en cours pour rester? Est-ce que tu as envie de rester? Est-ce que l'Arabie Saoudite te fait les yeux doux? Est-ce qu'on peut signer ce soir si le contrat est là peut-être? Non, ce qui est vrai, c'est qu'on discute avec le club. Après, pour être honnête avec vous, transparent, j'ai 32 ans. J'arrive à un moment dans ma carrière où il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en compte. Je me sens très bien au club. J'ai des responsabilités. On a réussi à créer aussi quelque chose d'assez unique avec l'ensemble des coéquipiers. Donc il y aura plein d'éléments à prendre en compte, mais ça discute avec le Aussi club. bien qu'à Strasbourg. Je suis aussi bien qu'à Strasbourg ici. C'est deux Racing. Il y a pas mal de similarités, mais on va dire qu'on est mieux ici. Oh, la Oh, claque que tu viens de lui mettre, le pauvre. là, L'affront fait je Ça le va être prends- compliqué là, Adrien. Je là. le prends bien quand même. Oh, bah là, Euh, je sais pas comment il va Ton rôle de supporter. capitaine, raconte un peu, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien de désormais être capitaine? Honnêtement, pas grand-chose. Pas grand-chose. En fait, le coach m'en avait... il m'avait parlé de cette possibilité-là en me demandant si ça me dérangeait d'être capitaine. Mais pour moi, il l'avait demandé aussi à d'autres joueurs. Donc à l'époque, je lui avais dit non, moi, ça ne changera pas ma manière d'aborder les matchs. Je ne suis pas quelqu'un qui crie beaucoup dans le vestiaire. J'essaye plutôt d'être un leader dans l'attitude, dans l'exemple, que ce soit sur le terrain ou à travers les séances d'entraînement. Et du Ah. coup, ça t'obligeait à parler néanmoins. Avoir Non. le brassard, ça oblige pas à parler. Moi, je parle jamais. Dans, par dans exemple. la mi-temps, par exemple, ça oblige pas le capitaine à aller voir les gars. Même pas. non. Mais par contre, sur le terrain, je communique beaucoup, je guide beaucoup. Ah, Euh, ok. Sur le terrain, tu parles. Voilà, sur le terrain, je parle énormément. Que ça soit, en fait, j'ai un poste aussi central qui m'aide à parler, que ça soit avec la ligne défensive, la ligne offensive. J'aime bien beaucoup parler et pourtant ma personnalité en dehors, je suis pas quelqu'un qui va élever la voix. Après, je sais aussi que très bien qu'on a un joueur comme Flo Sotoka, qui est le capitaine emblématique Mais qui joue pas beaucoup. du club, qui joue pas beaucoup, mais c'est lui en fait qui parle beaucoup avant les matchs, à la mi-temps des matchs, Ah, d'accord. et qui a une grande importance justement. Et de par son attitude, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas quelqu'un qui joue beaucoup cette saison, mais de le voir autant impliqué, c'est aussi ça qui fait la force de notre J'aimerais, collectif. il faut qu'on parle de l'équipe, parce que toi, tu es en connexion permanente avec eux. Il y a quand même 2-3 phénomènes là. Personne ne s'attendait à ce que Thauvin, ça marche aussi bien. Il y a le phénomène Risser.
surprise aussi, Sangaré. Enfin, il y a quelques joueurs quand même qui Hudson sont Odoi. Voilà, Bah, la en liste fait, est longue. c'est casé la liste, elle Ouais, est tu peux pas faire très, toute très l'équipe longue. non plus, mais Si, ouais, c'est n'empêche assez que- bluffant quand même. Non, bah, toutes les recrues. Hein. Après, il faut féliciter encore une fois Jean-Louis Léca et toute la cellule de recrutement. On le fera tout à l'heure. Hein. Mais moi, en fait, là où je suis vraiment content et chose qu'on avait un peu perdue l'année passée, c'est les valeurs, c'est l'identité du club. Et les nouveaux joueurs qui sont arrivés se sont tout de suite mis dans le moule. Et c'est quelque chose d'appréciable en tant que, je dirais, joueur un peu plus ancien. On a toujours un peu cet inconnu. On parle, là, je vais parler de Flo Thauvin. Le gars, il est champion du monde. On se dit, est-ce qu'il va arriver dans le vestiaire? Il va se sentir au-dessus de tous les Ça, autres c'est une joueurs. question que tu t'es posée quand même. Ah oui, oui, oui. Tu t'es dit Oui. comment il est finalement. Bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. On se dit, est-ce qu'il va accepter certaines choses, qu'on a un fonctionnement? Quand je vous parlais du coach, il y a une certaine rigueur, il y a des choses à respecter, Est-ce qu'il va faire ses lacets, quoi? entre autres. Ouais. Entre autres. Ou est-ce que c'est le capitaine qui va lui faire ses lacets? C'est pas encore, pas encore. mais voilà, en fait, le boulot a été tellement bien fait et les joueurs qui sont arrivés sont dans un état d'esprit fantastique. Il amène quoi concrètement, Thauvin? Il y a l'aura et puis il y a la Ouais, part le sur le côté terrain. expérience, ça se matérialise comment? Le mec, il a connu des choses. Ok, après, au quotidien, ça se voit comment tout ça? Son ambition, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très ambitieux, qui est très exigeant envers lui-même, déjà dans un premier temps, et donc du coup qui peut être aussi exigeant envers les coéquipiers. Et en fait, c'est quelqu'un, c'est une phrase bateau, mais encore une fois, qui veut tout le temps gagner, que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs. Et en fait, lui, plus les autres joueurs aussi qui sont arrivés, ça a été une alchimie, et il y a eu une connexion qui s'est rapidement installée. Ouais. Si on dit ça, il a tout le temps envie de gagner, ça veut dire que dans le foot, ça existe, et tu l'as peut-être vu, tu as peut-être connu, des mecs qui n'ont pas tout le temps envie de gagner. Parce que souvent, quand les équipes marchent bien, qu'on nous parle de certains champions, on nous dit cette phrase. C'est quelqu'un qui a tout le temps envie de gagner. Mais si on nous dit ça, ça veut dire qu'à contrario, ça existe, le gars qui n'a pas tout le temps envie de gagner. Pour moi, oui. En fait, quand moi je dis il a tout le temps envie de gagner, c'est qu'il met des choses au quotidien qui montrent qu'il a tout le temps envie de gagner. Ok. Il a un chef cuistot à la maison, peut-être que ça va vous paraître bateau, mais il fait vraiment attention à ce qu'il mange. Limite, il pèse ses aliments. En fait, il met des choses en Tous les place. détails, quoi. Voilà, tous les détails, il laisse rien au hasard. Bah, sa coupe de cheveux aussi, ça peut paraître... Quand je parle des coupes de cheveux, on me dit toujours que je raconte n'importe quoi. Non, ça peut paraître surprenant, mais pour moi, comment dire, il est superstitieux et en fait, il a le souci du détail. Ouais. Et donc, du coup, le temps qu'il passe à se soigner. Il a des routines, soi-même- quoi, des routines de champion. Quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, moi, quand je l'ai vu arriver et quand je l'ai vu mettre toutes ces choses en place, bah, je me dis, le gars, il a envie de performer. Jean-Louis, qui lui aussi a pesé ses frites tout à l'heure. Ouais. Il a des routines, Mais c'est pas les mêmes. j'ai explosé la balance. Non, est-ce que tu peux nous parler de votre façon de bosser sur les coups de pied arrêtés? Parce que c'est l'autre force quand même que vous avez cette saison. Vous avez énormément marqué sur coups de pied arrêtés. Je sais que le coach avait aussi cette spécialité ou cette façon de faire dans ses expériences précédentes. Est-ce que tu peux nous dire comment vous bossez au quotidien? Est-ce que c'est des schémas particuliers, des zones, un gros travail là-dessus? Non, c'est vrai que cette année, ça fonctionne plutôt bien. On a Pierre Capitaine, qui est le spécialiste des coups de pied arrêtés. Et en fait, on y travaille 1 à 2 séances par semaine. La force du coach aussi, c'est je dirais, de laisser ces responsabilités-là à cette personne-là. Et ensuite, je vais en revenir encore aux recrues. Mais les joueurs qui nous ont rejoints cet été sont très performants sur coups de pied arrêtés. Et après oui, forcément, faut des bons tireurs, faut un ensemble de choses. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup, énormément, surtout avec la vidéo. Mais c'est toi qui tires. C'est pour ça. Bah, d'un côté, c'est moi, et Et de l'autre côté, c'est Flo Thauvin. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que tu bosses plus le spécifique là-dessus. Ouais, bah après, moi, j'accorde énormément d'importance au travail mental. Et je sais que je travaille. T'as un prépa particulier pour ça? Ouais, je travaille avec quelqu'un en Ah dehors du club. Ah oui. Et comment le mental rentre sur les coups de pied arrêtés? Bah, en fait, ça peut paraître surprenant, mais toute la semaine ou au moment où on travaille les coups de pied arrêtés, en fait, je prends toujours le temps de tirer mon coup de pied arrêté parce que je m'imagine le tirer. Je m'imagine Tu fais de la visualisation. Voilà, C'est beaucoup de de visualisation. l'imagerie mentale. Voilà, exactement. En fait, je vois ma surface du pied taper le ballon. Je visualise la zone que je dois, Toucher. que je dois viser, exactement, toucher. Mhm. Et en fait, je pense que ça aussi aide à bien les tirer. Bon, parlons un peu maintenant de tes ambitions collectives, là, parce que
Si maintenant Lens n'est pas au moins européen, ce serait une énorme déception, non? Ah non, mais européen, Au moins c'est dans fait. les 4. Au C'est moins. Ligue des Champions, Ligue c'est des pas Champions. complètement fait, mais européen, si tu regardes les écarts, s'ils veulent perdre tous leurs matchs, on ça les regarde. 16 points, mais 16 points avec le c'est 5e. compliqué, Lille. Ouais, et 19 avec Rennes qui est 6e. Ouais, Donc forcément, en fait, les ambitions ont changé forcément avec la saison. Elles sont très élevées. Je ne veux pas vous cacher que entre nous, on est très ambitieux. On a envie de chercher le plus haut possible. Donc c'est le titre. On s'interdit rien. Donc forcément que d'être à 2 points de la première place, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais d'un autre côté, ce qui fait aussi notre force, c'est que on fait preuve d'humilité. On sait que devant nous, c'est le PSG, c'est l'équipe championne d'Europe, c'est l'équipe qui a mis 5-0 contre Marseille dimanche soir. On sait que ça sera très difficile de rivaliser avec eux sur la distance, mais on sait aussi que si on gagne tous nos matchs jusqu'à la fin de saison, on sera champion de France. Et puis, il y a le match, tu as mis la croix dans le calendrier. On sait quand c'est le match. C'est quand déjà? C'est le week-end du 12 avril. Lens PSG. Exactement. Mais avant, il y aura le derby aussi contre Lille. Et puis avant ça, il y aura aussi pas mal de matchs. Mais voilà, on s'interdit rien. Et la Coupe de France, Et la Coupe de France. que Lens n'a jamais gagné. Mais ça, c'est aussi un objectif très important. Le coach nous le répète toutes les semaines, la Coupe de France. Donc on a aussi à cœur de bien figurer. Est-ce que le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe, ce qui ne sera donc pas le cas l'an prochain, a priori, tant mieux pour vous, est quand même un gros avantage? Parce que les deux équipes qu'on avait identifiées qui étaient dans ce cas, c'est Rennes et Lens cette année. Donc finalement, c'est pas si évident parce qu'il peut se passer des choses, on le voit à Rennes, qui empêchent de performer. Mais ça, c'est quand même un avantage pour travailler justement dans les milieux de semaine, on va dire. Pour moi, il est énorme l'avantage. Alors après, on aspire à la jouer, la Coupe d'Europe, l'année prochaine. Mais c'est vrai que on le montre cette année, le fait de pouvoir bien préparer les matchs, d'avoir de la fraîcheur physique chaque week-end, c'est quand même un avantage sur le reste des équipes qui jouent la Coupe d'Europe. J'ai un exemple en tête, quand on joue Marseille à domicile à Bollaert, le coach de Zerbi change 5 ou 6 joueurs parce que le match d'avant, ils perdent au Portugal contre le Sporting Lisbonne. Donc ça, on va pas se cacher que c'est quand même un avantage. Et c'est difficile, on l'a vécu il y a 3 ans, de performer et en Coupe d'Europe et le week-end en championnat. Tu peux nous dire un mot de Sangaré, le joueur, quoi, ce que tu en penses, jusqu'où il peut aller? Écoutez, c'est très rare, mais après 2 entraînements, on était scotchés. On était à table, je me rappelle, avec Joe Grady, Flo Sotoka, Ruben Aguilar. Et on s'est dit, mais c'est quoi ce joueur? Il vient d'arriver, il a fait 2 entraînements et en fait, il nous a mis tout de suite d'accord de par sa qualité forcément footballistique, de par aussi son humilité parce qu'il est arrivé avec une certaine forme de sagesse, je dirais. Et la dernière fois que ça nous avait fait ça, c'était avec Kuzanov, qui est maintenant à Manchester City. Et non, c'est un super joueur. Moi, je me régale à jouer avec lui parce que je trouve qu'on est plutôt bien complémentaires. Et qu'est-ce que ça change d'avoir ce joueur-là, ce profil-là à côté de toi? Qu'est-ce que ça change à ton jeu? Moi, ça me tranquillise. C'est vrai que je suis un joueur qui est plutôt porté vers l'avant. J'aime bien me projeter, finir les actions dans la surface, alors que lui, c'est plutôt un joueur d'équilibre. Donc, de savoir que lui va plutôt rester pour assurer l'équilibre de l'équipe, ça me permet de me projeter et sans penser aux tâches défensives. Ouais. Bon, il nous reste quelques secondes. Comme dans l'after, on aime bien les jeux. On a le petit questionnaire du soir préparé par l'after et par Florent. T'as peu le micro là, Daniel. Adrien, t'es 6 ou t'es 8? T'estimes plus Dans proche ta de tête. quoi? Moi, dans ma tête, je suis 8. plutôt 8. Ouais. Ah, c'est parfait. C'est Vas-y, parfait. Flo, on va se Donc, régaler. on va te faire un tu préfères, plutôt sur des 8, on va dire, de ce profil-là. Tu préfères Seko Fofana ou Blaise Matuidi? Seko Fofana. Seko Fofana ou Adrien Rabiot? Adrien Rabiot. Adrien Rabiot ou Marco Verratti? Adrien Rabiot. Adrien Rabiot ou Bernardo Silva? Bernardo Silva. Bernardo Silva ou Joao Neves? Bernardo Silva. Bernardo Silva ou Vitinha? Là, ça se complique. Moi, je sais ce que tu réponds. Vitinha. Ouais, je l'avais entouré. Vitinha ou Pirlo? Là, je J'ai- sais pas. J'ai connu Pirlo, mais pour moi, Vitinha, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Oh, ouais, mais oh, Pirlo Prime. Ah, il a dit Vitinha. C'est fini? Mhm. Non, Ouais, non, Vitinha ou Xavi? Vitinha. Vitinha ou Kroos? Là, vous en demandez beaucoup. Hein. Je reste sur Vitinha. Et Vitinha ou Modric? Modric. Ah, voilà. Très bien. Vitinha, meilleur joueur du monde actuellement? Pour moi, oui. Actuellement, il est pas loin. Moi, je suis d'accord Ouais. avec toi. Oui. Pour moi, oui, parce que, alors après, tout dépend du registre
Forcément, Dembélé, quand on voit encore son match de dimanche soir, il est capable de choses extraordinaires. Mais sur la saison dernière, pour moi, ça a été le joueur le plus régulier. Et j'adore tout, en fait. Pour moi, moi, je il suis est capable d'accord. de marquer des buts de loin. Il est capable, c'est lui qui dicte le tempo. À chaque fois qu'on joue contre le PSG, en fait, c'est difficile parce que c'est lui. C'est lui qui imprime. Il est capable, en fait, de gérer les temps forts et les temps faibles. Et si on lui à met lui une tout seul. grosse pression? Ça reste difficile. Ça reste difficile parce que forcément, autour de lui, il y a des super joueurs. Le Bayern avait fait ça. Le Bayern avait fait ça, mais en fait, il se met toujours dans des zones qui sont difficiles à aller le chercher. Et en fait, c'est ça, pour moi, c'est pour ça aussi qu'il est le meilleur joueur du monde actuellement. C'est qu'il a cette capacité à toujours fuir le duel. Alors sinon, il y a une autre possibilité, c'est de ne pas le faire jouer. C'est ce que PSG a fait contre Lille. Olivier Giroud nous avait raconté qu'ils avaient tout préparé pour être un plan anti-Vitinha. Il dit merde, il ne jouait pas. Le plan est tombé à l'eau, Le ils plan n'en est tombé à l'eau. avaient pas de Ils n'avaient pas deuxième. de plan B. Adrien, merci beaucoup. Merci à vous. En revanche, toujours par super. rapport par rapport à Pirlo Prime, là, je suis pas d'accord avec toi. En revanche. Non, ouais, c'est vrai Ah, que vous en Non, débattrez là, pendant la pub, là, les gars. Adrien, là, faut pas Excusez-nous. déconner non plus quand même. en, J'adore Vitinha, hein, mais Pirlo Prime. en t'écoutant parler, en plus, je repense à des coups francs qu'il a marqués. Je me dis, j'aurais dû dire Il n'y avait pas que les coups francs. Pas que hein, les il y a- Adrien Thomasson ou John Dal Thomasson Adrien Thomasson. Ah ouais, c'est vrai que Thomas, c'est pas de la même famille. Non, non. T'aurais Merci, pu être Adrien. danois avec ton nom. À très bientôt sur RMC. Ma maman est croate, c'est pour ça aussi que j'ai dit Modric, parce que j'ai en fait Ah, j'ai des ouais. origines croates. Ouais. Ok. Oui, il y a un moment, la Croatie s'était intéressée à toi, non? J'ai eu quelques touches, mais c'est jamais les plus loin. Ouais. Ok. Ok. Merci Adrien. Merci encore. Dans quelques instants, le coach prendra ta place. On continue notre émission spéciale en direct de Lens. Il est 21h30. On est là jusqu'à minuit. Ici, à Bollard. À tout de suite dans l'after. Pierre Sage est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous et Bonsoir. bienvenue ici. Merci beaucoup. Merci. Ah, Pierre, la dernière fois qu'on s'est vu dans l'after, c'était à l'époque lyonnaise. Ça commence maintenant à dater un petit peu. Et là, nous, en venant à Lens, on discutait de notre émission, de la préparation. On se disait quand même, ce qui est assez bluffant, c'est les résultats qui suivent tout de suite dès l'arrivée d'un nouveau coach, comme c'est le cas là. Est-ce que, Pierre, vous-même, vous êtes surpris par les performances de l'équipe? Complètement parce qu'on s'attendait à bien jouer avec le temps, à essayer d'être consistant, cohérent d'un match à l'autre, mais pas aussi rapidement. C'est vrai qu'après la première défaite lors de la première journée ici contre Lyon, rapidement on s'est mis dans un autre mode, celui de gagner des matchs, celui d'enchaîner des victoires et celui de monter en ambition. Et comme vous le disait Adrien tout à l'heure, maintenant j'ai l'impression que ça transpire bien dans la tête des joueurs. Ça. Et Pierre, comment ça s'est passé la découverte du groupe, donc de joueurs forcément que tu ne connaissais pas? Le club repartait d'une page blanche après tout ce qui s'était passé. Donc tu découvres un groupe, tu découvres des joueurs. L'objectif, je crois, hein, sans me tromper, que ça devait être 6 au mieux, 7, 8. Je ne crois pas qu'on t'en aurait voulu. Mais comment, toi, quand tu vois les joueurs, tu te dis « Ah ben tiens, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons. Le groupe, il y a matière à faire quelque chose. » Comment ça se passe? Un jour, tu m'as dit dans les matchs amicaux de l'été, j'ai senti qu'il y avait un truc. Ça paraît fou, en fait. Comment on sent ça? En fait, par l'activité. Et rapidement, à partir du moment où on a commencé à infuser des principes, à implémenter des choses dans l'équipe, il y a eu des réponses très positives et très efficaces rapidement. Un niveau de coordination collective qui a été rapide aussi. Et c'est vrai que ça laissait penser que cette équipe était capable de faire des grandes choses assez rapidement, encore une fois. Et il y a eu un match dans lequel, justement, on s'est éloigné de ces choses-là. Contre l'AS Roma, c'était un match amical. Et ça nous a permis, justement, de resituer quelle devait être l'ambition de cette équipe par rapport à son potentiel. Et en gros, ce jour-là, on a accepté de ne plus être l'équipe qui acceptait de perdre des matchs qu'elle devait perdre. C'est-à-dire, tu t'es éloigné de principes que tu voulais mettre en place pour tester les gars? Non, C'est pas ça du qu'il faut tout. comprendre Non, au contraire. Tous les principes qu'on voulait mettre en place dès le départ, Là, ils étaient acquis, quoi. en tout cas, il y a eu des réponses positives et, je dirais, constantes d'un match à l'autre qui nous ont permis de penser qu'on allait rapidement pouvoir jouer comme on le souhaitait, qu'on allait rapidement pouvoir développer ensuite d'autres choses et donc avoir un niveau de performance assez Et en plus, à ce rapide moment-là, le aussi. mercato n'est pas fini. Oui, et ce qui était intéressant, et justement, c'est là où il faut féliciter le club, notamment Jean-Louis Leca et Benjamin Parot, c'est qu'à partir du moment où il y avait une difficulté qui était identifiée, un déficit qui était identifié, la réponse était assez rapide.
On a eu des défenseurs centraux qui sont arrivés parce qu'il y avait à la fois un manque de quantité et de qualité. On a eu des départs très importants au milieu de terrain durant le mercato qui ont été compensés par des arrivées très intéressantes et même surprenantes. Et aujourd'hui, on est dans une situation où même le secteur offensif a été développé et a été varié, je dirais. Parce qu'à partir du moment où on avait des joueurs différents, on avait aussi des possibilités différentes. Et est-ce qu'on peut justement rendre concret ces principes sur lesquels les joueurs répondent bien dès le début? C'est quoi, par exemple? Oui, effectivement, c'est une bonne question que j'aurais dû préciser. C'est pas un reproche. Hein. Non, mais je le prends pas comme ça. Mais ça me paraît tellement... En fait, vu que je le vis au quotidien, j'aurais dû l'exprimer, et ne serait-ce que par le pressing, que par la volonté de ressortir la balle sous pression, être capable d'éliminer des joueurs collectivement en échangeant le ballon dans des zones dans lesquelles avant peut-être qu'on jouait un petit peu plus vite. Et il y a une chose qu'on a implémentée par la suite, c'est le déséquilibre, la capacité à attaquer le dos de l'adversaire. Et ces choses-là... Et ça, il faut avoir les joueurs pour le faire. Déjà, Sangaré, par exemple, ces changements d'aile, c'est un truc qu'on n'est pas sûr d'avoir dans son effectif. Et justement, ces principes, ils se teintent en fonction des caractéristiques des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a une idée générale, mais qui ne peut pas s'adapter à toutes les caractéristiques des joueurs à disposition. Et en fonction des possibilités des uns et des autres, soit on va avoir des choses qu'on n'avait même pas prévues, comme le renversement de jeu tel qu'il est évoqué ici, ou à l'inverse, il y a des choses qu'on a laissées de côté dans un premier temps, notamment l'attaque de la profondeur, et qui reviennent maintenant un peu plus régulièrement dans nos matchs quand on aligne certains joueurs. Est-ce qu'il y a une part de chance aussi dans le recrutement? Parce que je me rappelle l'épisode Sinayoko et derrière finalement c'est Hudson-Edouard qui arrive. Et il y a des épisodes comme ça. Enfin, dans tous les, on ne sait pas ce que ça va donner honnêtement avec Hudson-Edouard. Et même là, ce qui se passe à l'instant avec Saint-Maximin. Ok, mais on ne peut pas savoir. Moi, j'ai pour habitude de ne jamais comparer les situations parce que je ne vivrai jamais l'autre. C'est-à-dire que si Sinayoko était arrivé et avait mis 10 buts sur les 10 premières journées, peut-être qu'on se serait dit que c'était le recrutement idéal. Et cette vie-là, on ne la vivra jamais. Donc on est très content qu'Hudson-Edouard soit là, on est très content qu'il ait un niveau de performance et qu'il ait encore beaucoup de challenges à relever d'ici la fin de saison. Moi, j'avais la première question avant de parler jeu, ce que je voulais demander tout à l'heure par rapport à tout ce qui se passe avec Habib Beye, avec De Zerbi en ce moment. Il y a une question qui se pose, je pense plutôt à Habib Beye, puisque vous avez été adjoint d'Habib au Red Star. La légitimité. Vous arrivez dans un vestiaire, vous n'êtes pas un coach qui est coach depuis très très longtemps au plus haut niveau. On se dit toujours, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir l'acceptation des joueurs. Et ça, je me dis que finalement, est-ce que c'est pas ça la première victoire et pour certains, la première défaite et la grosse difficulté, je dirais, pour comparer, Habib Beye, il a eu du mal à avoir l'acceptation de son vestiaire et vous, apparemment, vous l'avez obtenu. Alors, pour moi, c'est différent parce que déjà, quand j'arrive à Lyon, je suis personne et effectivement, la grève prend bien parce qu'on est dans une situation d'urgence et il y a beaucoup d'amour à ce moment-là entre tout le monde et donc ça fonctionne. Quand j'arrive à Lens, même si j'ai été viré de Lyon, malgré tout, j'étais l'entraîneur de Lyon. Et c'est vrai que ça me donne un autre statut quand j'arrive dans le vestiaire. Et pour moi, c'était le challenge le plus important professionnellement dans ma vie parce que je savais que j'allais être attendu. C'est-à-dire réussir dans son contexte, c'était une chose. Réussir ailleurs, c'en était une autre. Vous aviez la pression? Non, j'ai jamais la pression. La seule pression que j'ai, c'est de faire en sorte que les joueurs progressent chaque jour à l'entraînement et soient heureux d'être là. Mais ça veut dire quoi là, suite à la question de Flo, ce que tu as répondu, c'est que quand un entraîneur arrive face à un vestiaire, de toute façon, son CV, sa carte de visite, ça va compter immédiatement. C'est le premier impact. Bien sûr, c'est un milieu de référence. Aujourd'hui, la première chose qu'on fait lorsque un entraîneur arrive, on regarde dans quel club il a été, quels ont été ses résultats, quelle est sa moyenne de points, ainsi de suite. Mais en fin de compte, il y a une chose qu'on occulte, c'est qu'est-ce qui se passe tous les jours en séance et quelles sont les idées de jeu et comment elles infusent. Ouais, mais c'est relatif l'histoire du CV parce que c'est ce qu'on a dit quand on parlait au début de la saison du Real. Xabi Alonso, il arrive. C'est un joueur incroyable. Il venait d'être champion avec le Bayer Leverkusen contre le Bayern, donc en soi c'est déjà une grosse performance, mais il arrive au Real qui est encore la catégorie au-dessus et là on a l'impression qu'il devait totalement refaire sa légitimité et qu'il n'a pas pu et que c'est là qu'il a explosé. Donc les étapes, en gros ça veut dire quoi? Demain Arbeloa c'est fini au Real, il y a quelqu'un qui un conseiller de Florentino Pérez dit le mec de Lens il est bien. Ça veut dire quoi? Comment tu vas faire? Ça veut dire que c'est impossible? C'est une étape encore au-dessus. Pour moi, c'est un niveau au-dessus. Mais ça veut dire que tu pourrais pas? Aujourd'hui, en tout cas, il faudrait que je repasse des sas que je n'ai pas eu besoin de passer en arrivant ici.
Et à l'inverse, souvenez-vous, quand il y avait Mbappé, Messi, Neymar au PSG, on se demandait qui pouvait bien les entraîner. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut être capable de s'asseoir à la table de ces gens-là. Donc, à un moment donné, et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on est dans un milieu de référence. Le fait d'être passé par Lyon m'a peut-être donné une légitimité pour rentrer un peu plus aisément dans ce vestiaire et avoir peut-être un niveau d'adhésion supérieur à un autre contexte. Mais à l'inverse, si demain je devais aller dans un autre club, peut-être que je redeviendrais celui que j'étais quand je suis arrivé à Lyon. Alors, Flo disait que finalement, tu es quand même un jeune entraîneur. Hein. Tu n'as pas une longue expérience. Est-ce que tu te surprends toi-même dans tes qualités de management? Est-ce que tu te découvres encore humainement sur ce que tu es capable de faire? Les résultats de cette année, ils sont étourdissants. On ne s'attendait évidemment pas à ça. Et on te sent hyper calme au bord du terrain. On sent que les joueurs adhèrent totalement à ce que tu proposes. Est-ce que parfois tu dis, waouh, je suis pas mal quand même? Non, mais ça me surprend en fait qu'on se pose encore ces questions-là, parce que si on connaît ma personnalité, si on connaît l'histoire que j'ai eue même à ce niveau-là en encadrant des équipes, j'ai pas l'impression d'être sorti de cette ligne-là. Et si demain je suis dans un autre contexte, ou si je suis ici avec une autre pression et une autre compétition qu'on vise, je serai exactement le même. En tout cas, j'espère être le même. Et j'espère que si, à l'inverse, je sors de ce chemin-là, on me reposera cette question-là. Aujourd'hui, j'ai mon style. Il est comme il est. Il marche avec certains, il ne marchera peut-être pas avec d'autres. Il marche avec un club, il marchera Pour l'instant, il marche. Dans les 2 clubs que j'ai faits, oui. Ouais. Mais ça ne Faudra veut pas dire que ce n'est pas pour autant une C'est une recette. constante évolution, tu veux dire? Oui, ça veut Il pas faut dire sans arrêt progresser dans ce n'est pas une métier tout le recette temps. universelle. C'est lié à des contextes et c'est lié à l'interaction qu'a. Il y avait des coachs qui avaient ça. Un mec comme Capello, à une certaine époque et tout, on disait ils avaient l'attaché caisse avec la méthode. Partout où ils allaient, bon après tu me diras, ils avaient le CV, donc peut-être que ils s'installaient, ils installaient leur méthode. La flexibilité. Comté, pareil, souvent les Italiens étaient un peu comme ça. Ils avaient leur méthode, ils arrivaient, ils s'installaient et ils reproduisaient indéfiniment le même truc et ça avait l'air de fonctionner. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut quand même se renouveler, travailler sur son management. Non ? Bien sûr, et puis il faut travailler sur soi. De toute manière, il faut capitaliser sur soi de manière à répondre aux exigences de la compétition, aux exigences du management, aux exigences de qu'est-ce que c'est qu'être un entraîneur de football, parce que ça ne se limite pas au fait d'être sur le rectangle vert 1h30 par jour et de gérer un staff. C'est aussi gérer de la communication, c'est aussi arriver à avoir une relation avec son exécutif de manière à avoir quelque chose d'aligné entre ce qui est annoncé, ce qu'on fait et toutes les décisions qu'on prend. Et je pense qu'effectivement, être un entraîneur de football, ce n'est pas une mission qui est simple à remplir, mais ce n'est pas une mission qui est impossible non plus. Donc à partir du moment où on a conscience que c'est possible et qu'on connaît nos forces et les besoins qu'on a besoin de combler, on peut travailler sur soi. L'after est là en direct de Lens jusqu'à minuit, donc au Stade Bollaert avec Jean-Louis Tour, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Pierre Sage, le coach du Racing Club de Lens qui est avec nous. On a encore pas mal de sujets à aborder, mais j'aimerais accueillir Xavier au 32-16 qui est supporter lensois. Xavier, bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Pierre Sage. Bonsoir. Xavier, tu as la chance d'avoir Pierre Sage avec toi. Si tu as une question à lui poser, c'est maintenant. Alors j'ai 2 petites questions. Je voulais savoir, comme cette année, le coach a la chance de pouvoir avoir un 11 type qui ne change pas beaucoup depuis le début de la saison. Est-ce que c'est un avantage et est-ce qu'il l'assume pleinement ou c'est difficile vis-à-vis des remplaçants qui savent qu'ils restent dans la rotation? Et ma deuxième question, c'est est-ce que le coach est d'accord pour que Gilbert me rapporte à Paris l'un des maillots qu'il y a sur le plateau? Parce que je suis supporter vivant en région parisienne. Ce week-end, on ne pourra pas aller au Paris FC parce qu'on a eu un quota de place. On va en reparler tout à l'heure. Voilà. Et donc voilà. Merci pour tout. Donc je vais répondre dans le désordre. Pour la deuxième question, pas de problème. Très bien, c'est noté. Ça pourra même s'accompagner d'un repas Au Dopo. au Dopo. Par exemple. Merci Pierre. Voilà. Et pour la première question, effectivement, c'est un peu le problème de la recette qui marche. C'est-à-dire qu'il y a des avantages parce que les habitudes collectives se maintiennent, se développent. Et à l'inverse, on ne donne pas à manger à tout le monde. Donc il y a certains joueurs qui sont un peu laissés de côté, ou en tout cas qui ont moins de minutes. Mais on se rend compte, justement, quand ce 11 type est attaqué par les blessures, par les suspensions, que les joueurs qui sont là pour suppléer les autres sont importants.
On se rend compte aussi que ces mêmes joueurs sont importants lors des matchs de Coupe de France parce qu'on a réparti le temps de jeu différemment et ça nous a permis la semaine dernière justement de pouvoir aligner 3 performances consécutives parce qu'on a impliqué beaucoup de joueurs. Mais le fait qu'on gagne réduit le niveau de contestation de ceux qui jouent moins. Mais c'est une solution qui n'est pas durable malgré tout. Je pense. Ça, c'est Giroud qui disait le plus compliqué à entraîner, ce sont les remplaçants. Enfin, à gérer du moins. C'est votre avis aussi? Bien sûr, parce qu'il y a des joueurs qui mériteraient de jouer qu'on ne fait pas jouer. Parce que c'est pas qu'il y a une forme d'immunité pour les titulaires, je dirais, mais c'est plutôt que on va plutôt s'appuyer sur les habitudes et sur le fait que les joueurs se comprennent mieux ou en tout cas ont un niveau de coordination qui semble supérieur. Mais dans tous les cas, il y a des joueurs qui mériteraient de jouer. Il y a même des décisions parfois, je pense, qui sont injustes. C'est sûr qu'elles sont considérées injustes par les joueurs, mais même moi, je pense que certaines de mes décisions parfois sont injustes. Et c'est important justement à ce moment-là d'être capable de donner quand même un peu des choses aux joueurs qui méritent. Parce que sinon, la méritocratie s'efface rapidement. Depuis tout à l'heure, on parle énormément d'humains, de gestion humaine, la quête de légitimité vis-à-vis du vestiaire, la gestion des remplaçants. Adrien Thomasson parlait tout à l'heure de votre capacité à parler aux joueurs aussi, le timbre de voix, etc. Dans la réussite d'un coach, dans le travail d'un coach, quelle est la part de l'humain, du management, de la gestion humaine et de la technique, du sportif, de la tactique? En fait, je ne vais pas l'exprimer en pourcentage, je vais l'exprimer en chronologie. Je pense que le côté humain est premier. Ouais. C'est le premier truc à gagner. Si cette étape-là n'est pas assurée, le reste ne sert à rien. Et donc, dans ce sens, c'est important de créer les conditions de la réussite, créer les conditions de la cohésion, créer les conditions de la coopération entre les joueurs et le staff. Et à partir du moment où tous ces principes-là sont mis en place, permettent de générer des choses plutôt efficaces, on va pouvoir parler de football. Et il y a aussi la capacité à faire progresser les joueurs. On en parle beaucoup, puisque nous, quand on fait le bilan des coachs, on regarde si les joueurs ont progressé, le collectif, mais les joueurs aussi. Et je pense à l'histoire Gradit, parce qu'on avait dit, tiens, ça va être peut-être la blessure, ça va être un trait charnière pour le RC Lens. Et Gagnou, en fait, est un joueur exceptionnel. Ça va faire partie des joueurs qui ont progressé, donc que vous avez fait progresser. Est-ce que ça, c'est pas ça la plus grosse fierté, en dehors, évidemment, du challenge collectif? En fin de compte, on ne l'a pas fait progresser, puisque sans cette opportunité-là, peut-être que ce processus-là, il n'aurait même pas vécu. Et ça prouve bien que c'est le joueur qui décide. Ça prouve bien à un moment donné que s'il se plonge pleinement dans les contenus, avec de l'ambition, du sérieux, de l'endurance pour faire les choses, au bout d'un moment, il arrivera à progresser, parce que nos contextes d'entraînement sont tellement proches du jeu qu'ils doivent les amener à mieux jouer. En tout cas, donc vous n'étiez pas inquiet, quelque part? Non, je ne suis pas inquiet, parce qu'en plus, il m'avait envoyé des très bonnes réponses lors des matchs de préparation. Mais être capable d'être bon une mi-temps, deux mi-temps dans des matchs de préparation, et être capable d'enchaîner 12 matchs comme il vient de le faire avec plus ou moins de succès, c'est encore un autre challenge. Aujourd'hui, c'est un jeune joueur. Il est attendu maintenant à chaque match pour devenir un joueur de plus en plus confirmé. Mais c'est un joueur sur lequel on compte. Pierre, comment tu travailles avec la cellule performance qui aujourd'hui dans les clubs est devenue absolument capitale, le temps de récupération, les temps de jeu qu'il faut répartir. Cette année, bon, on en a beaucoup parlé, c'est quelque chose qui est maîtrisé, tu viens de l'expliquer, mais le casse-tête pour beaucoup des entraîneurs, et puisque tu es ambitieux et que le club est ambitieux, c'est quand il y a les fameux 2 matchs par semaine. Parce qu'on sait que là, ça devient hyper compliqué. Comment alors, j'anticipe, mais même si c'est la petite Coupe d'Europe, ça va se jouer. Comment on travaille là-dessus? Comment la cellule performance t'alerte sur lui? Il est capable de courir encore pendant les 2 prochains matchs, mais après, il sera fatigué. Comment on s'organise autour de ça, des temps de récup pour les joueurs? Déjà, il y a beaucoup de suivis qui nous permettent d'avoir des retours sur comment ils digèrent, je dirais, les charges d'entraînement et de match. Et certains joueurs sont capables d'enchaîner assez facilement, et d'autres, à l'inverse, ont besoin de couper. Et je me suis rendu compte aussi d'une chose dans mon expérience précédente, c'est lorsqu'on ménage trop les joueurs sur le match de la semaine, le match de Coupe d'Europe, ils perdent du rythme. Et le match d'après, dans lequel ils devraient être très frais, ils sont souvent en manque de rythme et donc à un niveau de performance qui est inférieur. Donc je pense que même si on doit manager les temps de jeu, c'est important de faire en sorte que les joueurs jouent très régulièrement. Parce que le match, même s'ils jouent que 30 minutes... Mais quand ça joue trop, après on dit que ça joue trop et qu'ils n'arrivent plus.
C'est pour ça que le match, même si on ne les fait participer que 30 minutes, doit remplacer une séance qui aurait lieu le même jour, qui allait durer 1h30. Et à l'inverse, s'il fait rien, s'il fait juste voyager et s'échauffer, il va manquer quelque chose. Je dis ça parce qu'on a parfois l'impression que c'est obsessionnel. Par exemple, l'OM cette année, quand on a vu les compos changer aussi souvent, parce qu'il y avait les 2 matchs par semaine et qu'il fallait que les mecs soient frais, on a l'impression que ça a conduit à une forme de burn-out, quoi, qu'on n'arrivait plus à savoir ce qu'il fallait vraiment faire, si les mecs pouvaient enchaîner, et on changeait l'équipe sans arrêt. On a eu autre exemple, bon là c'est un petit peu différent, mais le PSG qui s'est servi quasiment de la première partie de saison pour faire sa prépa. En même temps que les matchs. Bon, après, peut-être que leur niveau est tellement élevé qu'ils ont pu se permettre ce luxe-là. Mais c'est une vraie obsession du moment, ça. Bien sûr, parce truc-là. qu'il y a tellement de matchs à gérer, et tellement d'échéances qui arrivent, notamment dans la période qui arrive. Et puis les motiver aussi, les mecs. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important. En fait, c'est un double enjeu. Il y a un enjeu à la fois physiologique, mental, par rapport à tout ce que tu évoques, mais aussi un autre enjeu, c'est celui du management et garder son groupe mobilisé pour aller sur un maximum de compétition jusqu'à la fin de saison. Donc, il faut vraiment arriver à gérer les deux, tout en ayant en tête que le niveau de réponse d'un jour doit être challengé 3 jours après, mais ne doit pas compromettre celui dans 3 jours encore après. Et donc, cet équilibre qu'on arrive à trouver entre les rotations et la stabilité doit permettre d'être performant sur les matchs, d'avoir des joueurs frais, des joueurs en bonne santé, mais aussi et surtout d'assurer quand même le maintien de la coordination collective. Et donc c'est pour ça que trop de rotation, même si c'est nécessaire, à un moment donné, nuit. Pierre Sage, toujours avec nous pour évoquer la saison lensoise et la réussite actuelle. Vous faites jamais de match nul? Vous en avez fait un seul, Ça nous est arrivé une fois, oui. un 0-0. C'est assez rare. C'est le fameux match contre Rennes. Oui, c'est assez rare et il nous est même arrivé de marquer des buts en toute fin de match pour remporter des matchs. Mais de toute façon, on est dans l'idée de plutôt jouer pour gagner que de fermer le jeu pour essayer d'obtenir un match nul. Parce qu'il faut mieux gagner 3 points que 1 et dans la durée. Jusque-là, c'est logique. Ouais, mais des fois, il faut le dire parce que c'est pas la même logique pour tout le monde. Des fois. On a parlé de Florian Thauvin tout à l'heure avec Adrien Thomasson. Est-ce que quand il est arrivé, vous y croyez? Ou alors vous êtes dit, j'ai quand même un doute, qu'est-ce que je vais faire avec ce joueur? Enfin, comment ça s'est passé? Bien sûr que j'y crois et la seule limite qu'on pouvait se poser, c'est comment la greffe allait prendre dans le vestiaire, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Adrien. Mais quand on voit la personne que c'est, on sait rapidement que ça va marcher. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui est capable d'être modélisant aussi, de par ses pratiques qui l'amènent à être ambitieux, à être sur le très haut niveau. C'est quelqu'un qui se donne les moyens de continuer à réussir et donc il inspire à la fois les joueurs de son âge, mais il est aussi un très bon exemple pour les jeunes joueurs. Son utilisation sur le terrain aussi a été claire assez vite. Je crois il l'a raconté d'ailleurs, vous l'avez appelé assez vite pour aussi que ce soit clair là-dessus. Oui, parce qu'aujourd'hui on joue avec un système en 3-4-3 et il fait partie de ces 2 joueurs qui jouent en soutien de l'attaquant. Et au départ, il était assez cantonné à une seule zone. Même si sur sa première entrée en match amical, il dézone complètement pour aller centrer à l'opposé et faire marquer Mathieu Udol de la tête. Mais aujourd'hui, il a compris qu'il avait beaucoup de liberté sur l'ensemble de la largeur et qu'il allait avoir des compensations qui allaient s'opérer à partir du moment où on allait perdre la balle. Et cette liberté-là lui permet à la fois d'être surprenant, mais aussi nous permet, d'un point de vue collectif, d'avoir des supériorités numériques dans des espaces où ce n'était pas le cas avant. On parle beaucoup, juste un mot sur les défaites de Lens, parce qu'on parle beaucoup des victoires. Comment vous expliquez les deux qui sont très différentes, à Metz et à Marseille? C'est perdu à Metz quand même, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Metz, c'est le fameux match de milieu de semaine quand il fait froid. Là. Ouais. Et Marseille, qui est, on se dit à chaque fois, ça peut être un stop. Alors à la fois, comment ça se gère derrière et pourquoi vous avez perdu en fait? On a perdu parce qu'on a été beaucoup moins bon que notre adversaire à Metz et leur défaite est, vous voyez, comme quoi on s'habitue vraiment à gagner. Leur victoire est complètement logique, pardon. On a subi énormément d'occasions, même si on prend les 2 buts à la fin. Et malgré tout, dans ce match-là, il n'y a jamais eu l'espoir de l'emporter. Donc on s'est livré, on a pris une attaque rapide en plus en fin de match, ce qui justifie complètement cette défaite. Sauf que quand c'est contre une équipe qui est dernière au classement, on se dit que c'est pas normal. Donc toi, quand tu rentres et que tu vois les gens, tu dis c'est pas normal ce qui s'est passé, donc vous n'avez pas fait ce qu'il fallait.
Et depuis le début de la saison, c'était pas arrivé de pas faire ce qu'il fallait. Et moi Quand non ça plus. tombe contre Marseille encore, ok. c'est la Mais faute- contre Metz, c'est pas C'est normal. la faute des joueurs ou du coach Non, dans non, ce cas-là en fait, je me souviens très bien ce qui s'est passé ce soir-là. C'est à la mi-temps, je sors 2 joueurs, donc je fais preuve d'impatience, alors qu'on était dans notre match, il y avait 0-0, ça allait peut-être prendre un petit peu plus de temps à se dessiner qu'autre chose. Et je pense que j'ai été victime du fait qu'on enchaînait bien et qu'on gagnait beaucoup. Donc je suis devenu impatient à gagner les matchs, ce qui ne correspond pas du tout à l'équipe qu'on doit être et à l'humilité qu'on doit afficher. Et je pense que quelque part, ce signe-là n'a pas été porteur pour l'équipe. Ensuite, c'est sûr que les joueurs ont aussi été moins bons que les adversaires, mais je ne les ai pas aidés non plus. Et ça, tout ça, vous le dites dans le vestiaire? Oui, j'ai aucun Clairement. problème. D'ailleurs, même si tout à l'heure Adrien a dit qu'il n'écoutait pas l'after, je leur passerai ce passage-là pour qu'ils l'entendent. Et contre Marseille, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit une équipe qui est enfoncée dans la crise, qui a pris une tôle à Bruges, une tôle au Parc, et qui a battu Lens 2-0. Marseille, gros problème tactique au départ. On a eu du mal à gérer leur sortie. On en a subi les conséquences 3-1. en prenant 2 buts dans le premier quart d'heure. C'est effectivement une défaite 3-1. Et il vous manque du monde aussi. Baïdou est pas là. Oui, mais bon, on a joué à 11 et on a Oui, mal oui. joué à 11. Donc, nos adversaires nous ont vraiment surclassés sur le début du match. Ensuite, on a 2 fois l'occasion de revenir à 2-1 en fin de mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Malheureusement, on ne prend pas ce bon virage-là. Et on prend un 3e but en perdant un ballon sur le côté. Mais malgré tout, l'équipe a continué à jouer. On a, pour ainsi dire, sauvé l'honneur. Mais on se rend compte que sauver l'honneur, ça peut être important. Et le fait que Marseille ait perdu 5-0 au Parc, ça peut être important aussi. Parce qu'à la fin, le goal average pourra peut-être constituer un point de plus. Est-ce que le PSG est prenable? Le PSG est prenable à condition qu'il ne soit pas le PSG. C'est-à-dire que ça dépend d'eux, quoi. Ça dépend beaucoup d'eux et on peut, nous, arriver à les faire déjouer par moment du match, mais sur la globalité du match, c'est assez compliqué. Mais dans tous les cas, il y a de l'espoir. Pour ainsi dire, je n'ai jamais gagné contre le PSG et si ça pouvait être le 12 avril, comme le rendez-vous a été donné tout à l'heure pour la première fois, ce serait pas mal. Mais vous Pierre, vous dites le titre, pardon Daniel, c'est possible ou au contraire on va faire du mieux possible et si Paris laisse quelques points, on sera là pour le récupérer. Nous, on se doit de faire un match parfait. Oui, moi Donc, je on parlais est- de on est- l'ensemble de Oui, la fin de donc saison. sur l'ensemble, pour le titre. Oui, pour le titre. Pour le titre, il faut déjà arriver à. Je pense, dans tous les cas, il faudra battre Paris. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse le point Après ce match. le 12 avril à 23h. On en saura peut-être un peu plus. Ok. Vous avez déjà compté les points qui vous manquaient parce que statistiquement, d'une année à l'autre, on sait combien il en faut pour être en Ligue des Champions. Avec l'avance que vous avez, là, c'est quoi? 4 matchs et c'est bouclé? Oui, 4 matchs devraient nous permettre d'arriver à 61, ce qui était la ligne d'eau, la ligne de flottaison des 2 championnats précédents. Mais bon, il n'y a pas trop d'antériorité. Une chose est certaine, c'est qu'après la 21e journée, on a 6 points de plus que Marseille l'an dernier, en étant second, et on a 10 points de plus que Nice l'année d'avant, qui était second Donc aussi. statistiquement, c'est OK. Statistiquement, on est en avance, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se claquer sur la fin de notre parcours. L'important, encore une fois, ça va être de marquer déjà dans un premier temps 52 points, de s'attaquer à l'Europe. Une fois qu'on sera attaqué à l'Europe, chaque fois qu'on gagnera un match, on va gagner une compétition. Et à partir de 61 et peut-être un peu plus cette année, on pourra sérieusement envisager la Ligue des Ah Champions. ouais, non, mais donc là, on prend pas les matchs les uns après les autres, quoi. C'est-à-dire qu'on on se projette. Si, parce qu'il n'y a aucun match qui va nous permettre de marquer plus de 3 points. Certes, c'est mathématique. Mais je veux dire, tous les calculs là, tous les calculs que vous avez fait, d'habitude, on entend les discours, on va dire un peu plus lénifiants, en mode oui, on sait pas, on verra, On joue le verra à la maintien. fin, Non, on a un plan. Après, le plan, il est toujours beau. Hein, et- Là, pour le coup, on peut pas dire qu'il se cache, en fait. Non, c'est ça. Ni Pierre, ni Adrien tout à l'heure et tout. Je veux dire, on est le 11 février. C'est pas mal des gens qui font pas de la com en fait, c'est ça que tu veux dire. Quand Qui on est disent les sincère choses, et qu'on me voilà. dit, oui, il nous reste 4 matchs, on va en Ligue des Champions, ça a le mérite d'être sincère, clair, et voilà. Et puis, Et quand bien même nous n'y arriverons pas, c'est pas grave. En tout cas, on se sera créé la situation d'y croire au moins le 11 février. Absolument. Pierre, j'aimerais revenir juste à tout à l'heure. On a un peu parlé des principes de jeu, de ce qu'il faut faire sur le terrain ou de ce que tu as envie que l'équipe fasse. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une forte uniformisation de la façon de jouer. J'entends un peu partout que c'est bien quand ça presse, quand on récupère vite le ballon, quand on essaye de sortir proprement, de construire. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? La capacité à faire des efforts, le nombre de sprints
On va voir la cellule performance et on dit bon, bah alors combien de sprints ont fait les joueurs? Les sprints à haute intensité. Haute intensité, c'est au-dessus de 25, au-dessus de 20? Très haute intensité au-dessus de 25 dans Et, notre modèle. Après, les autres et 20. ont des nuances. Ouais. Mais non, parce qu'il y a un coach qui a posé cette question en conf récemment. C'était pour montrer que j'aurais pu répondre à la question. Bon, qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette espèce de recette de base qu'on entend partout en fait? Il y a des choses avec ça, c'est bouclé avec ces principes-là. Tous les coachs font un petit peu ça aujourd'hui. Comment on se distingue? Qu'est-ce qu'on apporte de plus? En fin de compte, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de coachs sont tournés vers l'idée d'avoir le ballon, de le récupérer rapidement lorsqu'on le perd par le contre-pressing et par le pressing sur les phases arrêtées. Donc déjà, l'idée d'avoir le ballon est plutôt quelque chose de positif et encore une fois, renforce ça renforce le côté spectaculaire que doit avoir ce jeu, qui doit être le plus divertissant possible selon moi. Mais là-dedans, c'est comment j'arrive à le faire face à chaque adversaire. Et donc, chaque adversaire a des nuances. Et donc, notre manière de presser, notre manière de sortir le ballon doit avoir suffisamment de flexibilité pour répondre à des contextes de jeu différents. Sachant que dans le même match, les contextes peuvent évoluer. Sachant que d'un match à l'autre, nous, on prépare Marseille d'une certaine manière et nous attaque différemment. Et on n'a pas eu le niveau de régulation assez rapide pour répondre justement aux problèmes qu'on a rencontrés. On en a subi les conséquences. Donc aujourd'hui, au-delà d'avoir ces idées, ce qui est important, c'est d'avoir aussi la souplesse et la flexibilité, c'est-à-dire un système assez intelligent pour s'adapter aux situations. Mais alors justement, sur les relances, c'est un vrai débat, ça, sur les relances courtes, notamment des gardiens. On le voit énormément. Est-ce que vous dites à vos joueurs parfois de mettre un bon coup de sâton devant ou en touche si vraiment ça chauffe? Est-ce que ça existe encore? Je vois des joueurs qui prennent la responsabilité de le faire maintenant, parfois, quand vraiment ça chauffe. Si je l'avais dit dans l'état, je pense qu'ils auraient rigolé. Mais dans tous les cas... on a l'impression que c'est une obsession je pense à l'inverse que c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu est un peu plus direct. On essaye d'aller chercher des positions un peu plus hautes en venant en soutien pour ensuite attaquer la profondeur. Et on est sorti un peu de la passe à 10 dans les 16 mètres 50. Si je devais imager ça de manière... simpliste. Ouais, très simpliste. Bon, enfin, vous avez compris. Et l'idée, c'est pas de faire du beau pour faire du beau. L'idée, c'est de ne pas subir les conséquences de l'ambition qu'on a et qui est peut-être pas adaptée toujours. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Tottenham dans le trophée la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, qui récupère un ballon contre le PSG, le PSG de cette manière, et du coup ça remet en perspective l'idée que peut-être qu'aller chercher des positions un peu plus hautes mais un peu moins en danger. Mais de là à mettre un grand coup de sâton devant... il nous reste 2 petites minutes. Il y a le match du 12 avril. Il y a le tu préfères aussi. Il y a le tu préfères, mais il y a aussi le match du 3 mars. Non, c'est pas le 3 mars, c'est le 5 mars. Ça, c'est le retour à Lyon. Voilà, en Coupe de France. Donc le retour à Lyon en Coupe de France, ça va faire un super match. Et je pense que l'équipe qui sortira de ce match-là aura de belles perspectives devant elle. Ah, pour nous, ce sera un super match parce que c'est les deux ça, meilleures par contre, équipes. c'est la langue de bois. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent en même temps? Non, ils viennent te dire qu'il va gagner la coupe s'il gagne le quart. Il restera l'OM quand même en sérieux prétendant. Oui, mais dans tous les cas, on saura créer les conditions d'avoir un adversaire de moins éliminé. Et d'ailleurs, vous allez mettre le meilleur 11 possible, ou il y aura encore une répartition des temps de jeu? Ça va dépendre de ce qui se passe avant, des états de forme, mais dans tous les cas, on va effectivement faire en sorte de gagner ce match-là. Donc le meilleur 11 possible. Daniel, toi aussi, tu as préparé ton questionnaire pour Pierre Sage. Juste après, une dernière question sur Habib Beye tout de même, Pierre. Parce que Habib donc, a été... vous avez bossé ensemble, on l'a dit tout à l'heure au Red Star. Là, donc, il a été sorti de Rennes. Son nom circule pour aller à Marseille. Hier, on a fait un débat, on s'est dit, mais finalement, comment juger les qualités de coach d'Habib Beye? Est-ce que son expérience à Rennes permet d'en savoir plus? Selon moi, les choses étaient biaisées et c'est pas évident de tirer des conclusions suite à cette expérience-là. Et si toutefois il doit aller à Marseille, ce que je lui souhaite, parce que je sais que c'est un club qui lui tient à cœur et qui lui correspond pleinement, je lui souhaite de réussir et d'atteindre tous ses objectifs, à condition que ça ne nous coûte pas dans les 2 objectifs. Daniel. Bon, Pierre, il est là, Jean-Louis Leca, je crois. Il t'écoute. Tout à l'heure, en sortant de l'émission, c'est de la science-fiction. Il vient te voir et il te dit, écoute, j'ai trouvé un chéquier. On peut mettre les 0 qu'on veut. Je te paye un joueur.
pour l'année prochaine, il est dans ton équipe. On peut faire ce qu'on veut. On a l'oseille qu'il faut, il n'y a pas de problème, on l'a. On peut augmenter le coach, donc. T'es prêt avec ce jeu? On y va? Complètement. Allez. Hakimi ou Harry Kane? Hakimi. Hakimi ou Haaland? Haaland. Haaland ou Cherki? Cherki. Cherki ou William Saliba? Cherki. Cherki ou Dembélé? Dembélé. Dembélé ou Pedri? Dembélé. Dembélé ou, tu peux également avoir besoin d'un gardien, Thibaut Courtois? Dembélé. Dembélé ou Barco? C'est pour faire plaisir à Gilbert, ça. Barcola. Non, Barco, Ah, Barco, pardon. Barco tout court. Dembélé. J'ai senti une hésitation. Non, parce que, en fait, je réfléchissais à une vanne, mais je ne peux pas la sortir. Dembélé ou Kylian Mbappé? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ou Lamine Yamal? Très bonne question. Kylian Mbappé. Ok, bon, Jean-Louis C'est Leca, Kylian. le chéquier. Donc il y a un coach qui est capable de gérer Kylian Mbappé en France. Ah bah, franchement, comment tu peux poser la question, toi? Ah non, mais justement, c'est Peut-être intéressant. avoir une petite justification, non? Comment Parce que c'est un joueur qui, à tout moment, peut changer le match, comme beaucoup d'autres, comme Dembélé, Ouais, comme c'était avant, Cherki, ouais. comme ces choses-là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on va arriver dans un moment, dans une période où les matchs vont être tellement serrés que le talent individuel doit prendre le relais par moment. Et je pense qu'il est capable d'être ce joueur-là. Et comme Moi, le, je comme le le fait fais remarquer Jimmy, Je suis content d'entendre ça. C'est pour parce jouer à gauche, que à droite, souvent, il y a quand je dis Jatova. ça, Pardon? j'ai dit non, mais c'est pour jouer à gauche, à droite, il y a déjà Tovin, donc c'est pour ça que c'est toujours mieux que Dembélé. Ouais, mais ceux qui jouent à gauche vont pas être contents non plus. On changera l'organisation, on jouera à 12. Enfin voilà. Je veux surtout pas et qu'il y ait puis, un problème dans c'est l'équipe. la vérité, surtout Pierre, je suis pas sûr que Jean-Louis il est vraiment le chéquier. On va lui demander, il arrive dans quelques Ça instants. dépend de la devise en fait. Ah oui. Merci Oui. beaucoup, Merci, Pierre, Pierre. c'était super. Et bonne saison, ça a déjà très bien démarré, donc Bonne fin de espérons saison. maintenant que ça se termine bien. Et un joyeux anniversaire à l'after. Merci Pierre, Pierre, on fête merci. nos 20 ans cette année. Nous sommes en direct du Stade Bollaert toujours et nous consacrons ce soir évidemment notre émission Racing Club de Lens qui nous accueille et que l'on remercie une nouvelle fois. On remercie le directeur général Benjamin Parot qui est là. Benjamin, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Benjamin. Et le directeur sportif qui nous rejoint également, Jean-Louis Leca, bonsoir. Bonsoir. Ça fait 2 Jean-Louis sur la même table, c'est assez rare pour être souligné. On a gagné. Ouais, Voilà. c'est incroyable. Vous menez 2-0. Alors, on parlait tout à l'heure avec Pierre de son arrivée, mais finalement, c'était un chamboulement général cet été dans le club, puisque vous aussi. Alors, Benjamin était déjà au club, mais pas à ce poste-là. Jean-Louis également. Donc, tout a changé cet été et tout s'est mis en ligne super vite, Benjamin. Vu de l'extérieur, nous, franchement. On est épatés. Et l'été dernier, tout le monde se disait mais qu'est-ce qui va se passer à Lens? Ouh là là tout changer comme ça en un été, c'est dur dans un club de foot et vous y êtes arrivé. On dit souvent que plus les choses changent, plus elles se ressemblent. Mais cet adage, il s'applique vraiment au Racing Club de Lens ici. Nous, on développe un concept qui nous est cher. C'est celui qu'aujourd'hui, dans l'ère du football, qui est un football business, disons-le, nous, on défend la notion de club de foot. Et il y a les clubs de foot et les entreprises de foot. Donc, bien sûr qu'on a une impérieuse nécessité de développer, d'assurer la pérennité en tant qu'entreprise. Mais en tant que club, notre devoir, c'est d'apposer un ADN, de respecter cet ADN et de faire matcher des gens un environnement. Et c'est ça, en fait, qui nous a animés dès le début. Et donc, avec Jean-Louis, quand on a été nommé, autour du 21 mai, tout de suite, on a pris l'expression locale, on a charbonné. On a été ensemble, on s'est pris la main, on a sauté dedans et on s'est dit on va y aller, mais on va faire quelque chose qui aura du sens. Et c'est ce sens-là qui nous amène à prendre des décisions les unes après les autres, où on fait cette cascade-là qui ruisselle vers un alignement et vers des choses qui aujourd'hui paraissent parfaitement rationnelles. Je sais qu'aujourd'hui le mot est pas très sexy dans le foot moderne, la cohérence, mais nous ce qui nous dicte c'est cette cohérence-là en permanence. Donc on est animé par cette quête de cohérence et ce salon-là où on est. Tout à l'heure, Adri et Thomasson en parlaient. C'en est l'illustration. C'est-à-dire que là, vous arrivez dans un salon de la mine au Stade Bollaert de l'Hélice, vous dites c'est évident, mais ça n'existait pas. Et donc cet été, déjà, on a pris la décision de changer les choses, d'investir dans les infrastructures, de créer un salon qui sera un salon de la galerie, qui s'appelle la galerie, un salon de la mine, qui soit une ode au charbon, une ode aux mineurs. Au passé, à Exactement, mais l'histoire. c'est être ancré, être enraciné. À l'ère de la multipropriété, Benjamin, c'est un discours qui est
on va vous prendre pour des fous. Non, mais en fait, c'est ce qui nous anime. Peut-être qu'on est des romantiques du football, mais c'est aujourd'hui le succès du club. Souvent, on nous dit le miracle lensois, bravo, extraordinaire, c'est une tendance. Mais non, on travaille pour. Mais en fait, le succès lensois, on le doit au fait qu'on ne triche ni sur ce qu'on est, ni sur ce qu'on est en capacité de faire. En fait, nous, on est en fait ancrés dans le réel. On est des terriens, tous à nos postes, que ce soit le coach que vous avez vu, que ce soit Jean-Louis, que ce soit moi. En fait, nous, on est des terriens. Et donc, je vous prenais cet exemple infrastructurel. Mais cet exemple-là, en fait, on peut le traduire à tous les pans du club. Alors, moi, il y a quelque chose que, effectivement, je trouve assez fascinant. Et la question vaudra pour tous les deux. Hein. Donc, effectivement, vous avez beaucoup parlé de ce nouveau salon. Quand on arrive, on sent effectivement que vous avez beaucoup insisté sur le souffle de l'histoire. C'est très important. On sait que l'identité dans le foot, c'est une valeur très importante, que les gens aiment et que c'est comme ça qu'on raconte l'histoire. Marier l'histoire et la modernité, les Anglais font beaucoup ça. Vous êtes en train de le faire, vous le faites remarquablement bien. Et ce que je trouve encore plus dingue, moi, c'est que beaucoup, quand on parle de foot et tout, on dit « Ah, lui, il est de chez nous. Lui, c'est un local, donc il nous comprend mieux. » Je ne crois pas me tromper en disant que Jean-Louis Leca, il n'est pas d'ici. Ça va s'entendre dans un instant, d'ailleurs. Pierre Sage, il n'est pas d'ici. Vous non plus, je crois. Je ne me trompe pas non plus. Finalement, il y a la recette miracle comme quoi, et Joseph Gourian non plus. La recette miracle comme quoi il suffirait d'être de là parce que c'est comme ça qu'on comprend les gens, machin, c'est pas forcément vrai finalement. On peut faire autrement en travaillant et en s'imprégnant. On peut devenir lensois, on peut tamponner notre passeport lensois, si j'ose dire, mais on peut être porteur des valeurs d'un et club, d'un respecter territoire, les sans le valeurs savoir. locales. Je peux vous dire, on a eu des échanges, et Jean pourra en parler, lors de périodes de recrutement. Je me souviens très bien d'un échange téléphonique avec un joueur majeur, dont quand on pense à lui, on ne pense pas forcément spontanément aux valeurs lensoises. À la fin de cet échange, on lui a dit « Toi, sans le savoir, tu as les valeurs de Lens en toi, en fait. » Et on veut que tout le monde le sache. Et le fait de signer chez nous, déjà, le montrera, parce que ce n'était pas un choix évident. Et Jean pourra en parler, c'est un exemple. Il va surtout nous dire qui c'est. Mais non, voilà, mais je pense qu'ici, vous êtes dans une émission où vous défendez une certaine approche du football, où le football est une culture, où le football est un héritage. Nous, à nos postes, on est des héritiers. Moi, toutes les semaines, il y a Gervais Martel dans mon bureau. Toutes les semaines, on échange, et c'est une chance. C'est-à-dire que... Ça, c'est important, ça, c'est fort, que je ne savais pas ça. Je savais qu'il était toujours là, mais à ce point-là... Et le même mieux, il m'appelle à chaque fois. Le centre d'entraînement, il s'appelle Centre d'entraînement Gervais Martel. Et à chaque fois, il m'appelle. Je peux passer Désolé, je ne serai pas pour remplacer Canteloup à la matinale, mais il m'appelle avec son style à lui. Mais je trouve ça à la fois respectueux, touchant. On parle de la légende du club, dans ces murs qui portent son nom et qui m'appelle pour prendre le soin de venir. C'est extraordinaire. Et donc, quand il vient, toujours avec humilité et respect, parce que quand vous avez été aux commandes, quand vous avez façonné le Racing Club de Lens, vous pourriez être chez vous, vous donner des conseils, insidieusement ou directement. Lourdingue, quoi. Mais lui, pas du tout. Il arrive et on discute. Et en fait, gens comme moi, et comme beaucoup de personnes au club, on donne beaucoup de crédit à l'expérience. Et beaucoup de respect à ceux qui ont fait ce club-là. Et aujourd'hui, nous, on est ici en mission pour simplement mettre en perspective ce qui a été fait, cet ADN, et continuer. Parce que, vous savez, la culture d'un club, ça se fait à travers le temps, mais vous ne pouvez pas lutter contre votre ADN. Lens est un challenger. Et nous, aujourd'hui, on sait que... Lens n'est pas un favori naturel. Exactement. Et vous savez que Lens a été absent des radars pendant quelques temps. Il a remonté, il a peu perdu de son crédit. Et ça sera le cas de Saint-Etienne quand Saint-Etienne remontera. Et ça sera le cas même des Girondins de Bordeaux quand ils reviendront. Et même du Sporting Club de Bastia quand il reviendra. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont... Ça va être plus dur quand même. Mais bon. Mais qui ont durablement un ADN. Et la chose que l'on se dit, c'est qu'on on ne peut pas lutter, il faut le comprendre. Et quand on le comprend, on le respecte. Et quand on le respecte, on le fait appliquer. Et ça nous aide ensuite sur le choix des hommes par des process. Naturellement, il y a des questions de moyens. Il y a des questions aussi de principes de décision où il faut être méticuleux tant sur la partie masse salariale, sur la partie data dans le football moderne, mais sur la sensibilité humaine avant tout. Et ça, c'est le travail de Jean. Jean-Louis Leca, ce discours, il marche vraiment quand on veut faire venir un joueur? Parce que ce qui marche avant tout, c'est le contrat, c'est le pognon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça en fait partie, bien entendu. Mais
il y a eu des discussions qui ont été faites avec des joueurs majeurs de l'équipe, où avant de discuter financier, on nous posait des questions, comment on était staffé, comment le club travaillait, le centre d'entraînement il se situait où, les écoles des enfants, toutes ces choses-là, ça nous montrait, ça nous donnait déjà le mindset de la personne avec laquelle on échangeait. Et ça, pour nous, après, bien entendu, il y a un aspect financier, il y a les conseillers qui rentrent, et là, après, c'est une bataille. mais déjà ça, on se dit, bon, on est déjà sur le bon chemin. D'accord. Alors, qui était le fameux joueur où vous avez tout de suite compris qu'il il adhérerait aux valeurs du club? Le numéro 10. Ok. Donc Florian Thauvin. Voilà. Oui, on a compris. Oui. Pour ceux qui ne suivent pas Oui, dans bah la alors. numérotation. Eh ben alors parlons de lui tout de suite, puisqu'on dit que c'est grâce à vous qu'il est venu, parce que vous le connaissiez d'avant, donc il y a eu forcément un aspect humain. Oui. Puisque, et ça joue aussi beaucoup dans les recrutements, quand le directeur sportif a un réseau, ou qu'il a connu des gens avant, ou que ces relations passées servent à nouer un lien. Flo Thauvin, c'est totalement ça, quoi. On est là-dedans, dans le relationnel entre vous et lui, la confiance entre vous et l'histoire que vous lui avez racontée. Moi, je ne vais pas m'attribuer la venue de Flo Thauvin. Flo Thauvin, déjà, il ne vient pas chez Jean-Louis Léca, il vient au Racing Club de Lens. Et bien entendu que le premier contact, il est assez facile parce que je connais très bien Flo. Mais après, si aujourd'hui, je suis dans un club de National 2, Flo, il ne vient pas. Il ne faut pas se mentir. Oui, quand on est au Racing Club ok. de Lens, quand on a une histoire, quand on a des supporters comme on les a, et quand c'est plus facile aussi pour moi de réellement dire ce qu'on est, de réellement dire ce que le club peut vous apporter sur des Jonathan Klaus qui sont retournés en équipe de France, sur des Brice Samba qui sont retournés en équipe de France, sur des joueurs qu'on avait oubliés par le passé qui sont revenus et ont redoré leur image. Et quand on parle de Flo, les gens en France avaient l'image d'un petit branleur, faut pas se mentir. Et c'était touchant de voir que, pour moi, ça me faisait de la peine de voir qu'il connaissait la personne avec les valeurs, avec une mentalité qui était un travailleur, de voir que c'était totalement faux, en fait, parce que souvent, on vous met une image et on vous colle une image sur Vous le lui dos. avez dit, tu vas te racheter avec nous? Ouais, je lui ai dit, viens avec nous aujourd'hui, et si tu viens avec nous, l'équipe de France peut revenir, parce que ce qu'il avait fait, l'histoire de Flo, en fait, elle démarre pas au mois de juin avec moi, hein. Elle démarre quand j'arrête ma carrière il y a 2 ans, au mois de juillet. Moi, je pousse à bloc pour que Flo vienne. L'ancienne direction ne veut pas, d'accord. Et ça nous aurait coûté moins cher, ça nous aurait coûté sur un prix de transfert, je parle. Et aujourd'hui, quand ça se joue, à l'époque, Flo fait une demi-saison il fait 5 buts et 5 passes D, je crois, l'année dernière. Et les gens parlent de moi, mais c'est Ben qui me pousse à... Jean, il faut que tu l'appelles, Je dis, Ben, c'est plus possible. Il a fait 10 buts et des 9 passes D ou un truc comme ça. C'est fini, le train, il est passé. Mais oui, c'est Ben qui me pousse. Et je suis dans mon bureau, je l'appelle. Et il y a ce fameux... il allait faire la sieste, il était en stage. Et ça dure peut-être 50 minutes. Donc je lui ai squeezé sa sieste. Et quand on raccroche de là, Ben, il me dit, il faut que tu pousses maintenant... Sauf que Jean-Louis, et la question pour vous aussi, Benjamin, sauf que, ok, c'est très bien, vous l'appelez, et oui, c'est pas pour lui vendre le projet d'un club de national. Sauf que c'est à ce moment-là, peut-être pour jouer, comme je le disais tout à l'heure, au mieux la 6e place, la 7e place, la 8e place. C'est pas non plus méga excitant. L'été dernier, Lens, on se dit, ok, on reconstruit, mais jamais de la vie, on imagine que ça va être pour jouer à la Ligue des Champions, voire le titre. En fait, je sais que ce club, il est fou, en fait. Il est magique, parce que si on arrive à faire prendre la mayonnaise et un assemblage de choses, ça peut vite s'embraser. Et très très vite et très très fort, parce que je l'ai vécu en tant que joueur. Et je savais que Flo allait donner de la force aux autres aussi. Parce que quand il y a un champion du monde qui arrive, quand il y a de l'expérience, quand il y a du calme, quand il y a aussi un exemple dans le travail, on parle beaucoup de personnes, le coach ou Adrien, on parlait de ce qu'il met en place tous les jours. Eh ben, ça amène les autres avec vous, parce que j'ai été joueur, parce que je sais que j'ai joué avec des grands joueurs, par exemple Toto Sébastien Schilacci. Quand Toto il est arrivé, que je le voyais avec mes yeux, j'avais 26 ans, 27 ans, 28 ans,
tout ce qu'ils mettaient en place, tu as envie de suivre ces mecs-là, tu as envie de voir le visage qui change, le mode qui change, en fait, où tu as l'impression que les dents poussent et il y a du sang Donc qui il sort fallait de tout trouver ça. un gars qui soit un exemple pour les autres. Et il fallait à un moment donné amener le petit plus qu'il fallait que ça remette un peu d'allant à tout ça, et Flo était la bonne personne pour ça. On a parlé de Thauvin, Jean-Louis, il y a quand même quelques cas particuliers qu'il faut évoquer, notamment le gardien. Parce que là, c'est le domaine de compétences spécifique de Jean-Louis Leca, qui était gardien, je le rappelle. Robert Isser, Strasbourg n'a pas cru en lui. Vous y avez cru. Qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru, vous ? Ce qu'il était simplement, ce qu'il avait démontré dans sa personnalité en allant le voir, en fait. Parce que tout le monde peut... Alors, je parle de quelque chose que je connais un petit peu, Oui. mais un gardien, on le voit tous plonger, on le voit tous prendre des ballons, on le voit tous relancer, mais pour moi, ce qui n'est pas quantifiable, c'est la personnalité qu'il a, ce qu'il dégage quand ça se passe mal, en fait. Et on s'aperçoit des grands gardiens aujourd'hui qui performent dans des clubs, et puis quand ils passent le step du club au-dessus, on se dit qu'est-ce qui s'est passé en 6 mois, c'est plus la même personnalité. Et chez Robin, ça c'était très 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 marquant, que vous arriviez si vous arrivez à la première minute qu'il ait arrêté un penalty ou qu'il ait pris un but casquette, en fait il a toujours la même posture. Mais ça, on le voit vite, ça. Et moi je le perçois. Donc on sent pas de fébrilité, on sent de la personnalité, on sent ce qu'il dégage et la force qu'il donne à ses potes sur le terrain. Ils ont créé quelque chose entre eux avec l'équipe, où quand il y a un défenseur qui fait un geste héroïque, qui tacle, il arrive, il donne de la force à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup, par exemple. Benjamin, pour que Jean-Louis travaille bien, je faisais la blague du chéquier tout à l'heure. Bon, je pense pas qu'il l'ait, le fameux chéquier. Mais pour qu'il travaille, il faut quand même que les finances du club soient bonnes, ou en tout cas moins cata qu'elles n'ont pu l'être. C'était il y a 2 ans, ou même il y a encore 1 an, où il a fallu vendre des joueurs, et vous avez fait des grosses rentrées d'argent. On en est où de ce point de vue-là aujourd'hui à Lens? L'état financier du club, c'est sain, il n'y a plus de dettes. C'est quoi votre budget? C'est quoi l'avenir? Comment vous allez financièrement? Alors, le grand mérite de Jean-Louis, c'est qu'il doit optimiser sous contraintes très fortes. Oui. Aujourd'hui, en fait, quand on parle de budget, souvent, on mélange budget et produit. Nous, les produits au sein du budget représentent 60 millions d'euros, donc 45 millions d'euros de revenus commerciaux. Ces 45 millions d'euros nous mettent à peu près au rang 4 des clubs qui génèrent le plus de revenus commerciaux. Donc, dans un monde sans droit télé, normalement, vous devez être un club dominant. Sauf qu'à l'inverse, du fait aussi de la propriété de certains clubs par des personnes richissimes, vous vous retrouvez 10e masse salariale. Nous, notre masse salariale, cette année, elle est de 28 millions d'euros. Et donc, par rapport à ce régulateur de vitesse, on doit sans arrêt respecter, parce que nous, on accepte d'être un club tremplin quand on va chercher certains joueurs, parce qu'on veut avant tout être un club pérenne. Donc, c'est ça, en fait, ce qui nous anime. Donc, au niveau des finances, pour résumer, on a 60 millions d'euros de produits, 105 millions d'euros de charges. Donc, on a 45 millions d'euros chaque année à combler par le trading. Donc, aujourd'hui, vous devez chaque année trouver chaque année, 45 millions d'euros. Forcément par le trading, Par parce qu'il le n'y a plus trading. de droit télé. Exactement. En fait, aujourd'hui, dans le passé récent, on devait réduire notre dépendance aux droits télé par potentiellement plus de trading, plus de produits commerciaux. Là, maintenant, on doit réduire notre dépendance au trading. Mais pour regarder les choses frontalement et être durable, on doit déjà reconnaître le trading comme une source constante de revenus. Et c'est ce qu'on fait au club. Aujourd'hui, Jean-Louis, c'est parfaitement cette saison, la saison prochaine, selon les différents scénarios, quel sera le niveau de vente attendu. Sauf qu'il y a une donnée nouvelle, c'est que il y a quand même une forte proba maintenant, même si c'est pas complètement fait, qui est Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est 50 millions. Donc ce trou-là, a priori, il peut déjà être comblé. Est-ce que ça change quelque chose à la réflexion globale? Ça change, mais c'est pas une saison qui change de statut. Donc il nous faut rester raisonnable dans l'approche. Donc pour vous dire aujourd'hui, quelle que soit la position, nous on avait mis 10 au classement en début de saison, quand on a présenté notre budget à DNCG. Aujourd'hui, quelle que soit la position entre 1 et 10, on sait d'ores et déjà ce qu'on devra faire en termes de vente. On a déjà le plan de vol est parfaitement connu. Maintenant, si jamais on peut toucher cette compétition qui est la plus lucrative, parce qu'on parle de 45 millions d'euros sur la Champions, en droit télé, de l'ordre de 10
10-12 en Europa et 5 en conf. C'est sûr que ça change beaucoup de choses, beaucoup. Bien sûr. Mais il ne nous faut pas changer Oui, on peut durablement pas tout notre cramer parce Non, que si mais- l'année d'après tu vas pas, t'as dépensé l'oseille. Exactement, et puis surtout en termes de masse salariale. Quand vous engagez des joueurs, après, vous les avez durablement. Donc nous, il nous faut... Justement, la question sur les salaires, parce que ça a été un des sujets à Lens, et un sujet dont on a parlé avec Joseph Ougourlian quand il était passé sur le plateau de l'After. Il y a une politique salariale, une grille que connaissent les joueurs, même quand Jean-Louis les appelle. Il y a quelque chose de précis là-dessus. L'an dernier, on a travaillé, on a écrit la stratégie du club, sous l'égide de Pierre Driossi, qui était au club encore. Et cette stratégie, elle avait 4 pans. Elle avait les infrastructures, elle avait le développement commercial, la stratégie sportive et l'identité. Et sur la stratégie sportive, on a cartographié des profils de joueurs avec des salaires de référence, on peut appeler ça des salariés cap, selon les profils de joueurs. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une notion absolue, mais c'est une notion qui s'applique à la cartographie de nos joueurs. Et aujourd'hui, dans tout le recrutement, dans le processus de recrutement, où il y a 5 étapes dans le processus de recrutement, cette étape-là est fondamentale. Donc on respecte scrupuleusement ce qu'on a dit. Et on arrive du coup à tenir en fait les 27-28 millions d'euros de masse salariale. C'est ce qu'on s'était fixé l'été dernier. Et ce qui a été vraiment... ce qui a pu être inspiré une forme de crainte à l'intersaison, mais pour nous qui a été extrêmement sécurisant, c'est qu'on a une vue des choses assez phasées. On a commencé la saison en se disant il faut faire les ventes tout de suite. Si on fait les ventes, on respire, on apporte de la tranquillité. Et c'est ce qui s'est passé avec Facundo Medina, c'est ce qui s'est passé avec Andy Diouf, c'est ce qui s'est passé avec Neil Elhenaoui. Donc, on était serein, notre financement était assuré. Mais le problème, c'est que la règle, on va essayer de compter les exceptions, mais néanmoins la règle, les clubs en dehors du PSG qui vont en Ligue des Champions ou qui s'y qualifient, au tour préliminaire compris dans ma réflexion, eh ben ça se passe mal. Lens en est l'exemple. Après la Ligue des Champions, ça a été compliqué, augmentation de la masse salariale, gros problème financier. Si on remonte à 2012, Montpellier, on n'en parle même pas. Nice qui se qualifie pour le tour préliminaire, ils n'arrivent pas à assumer le tour préliminaire, ils ont mis une pression de ouf là-dedans, bim, ça leur a plombé la saison. Des exemples comme ça, en fait, je crois Brest que... l'a bien fait. Pardon ? Brest l'a bien fait. Ils avaient le tour... Non, ils n'avaient pas le tour préliminaire. Eux. Oui, mais ils l'ont bien fait. géré, ça, vous avez trouvé l'exception. Enfin, ils ont géré pour combler le trou, mais derrière, plus de marge pour être plus ambitieux, quoi. Non, mais ils ne pouvaient pas. De toute façon, c'est pas Non, mais l'objectif. ils n'ont pas fait exploser la masse salariale. Ouais. c'est ça que vous voulez Ils dire. se sont tenus. Brest n'a pas fait exploser sa masse salariale et a fait du Brest et a existé en Ligue des Champions C'est vrai. et Oui. a fini l'année dernière à une 10e place. Oui, peut-être. oui, c'est bien. Oui. Qui est vraiment une super Ouais. place voilà, Pour eux, ça correspond à C'est eux, vraiment, oui. c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, comme le disait Ben, bien sûr qu'on a tous envie de performer, bien sûr qu'on a envie nous aussi de vivre la saison de Brest l'année prochaine en Ligue des Champions. Mais on sait qu'on a fait, et je l'ai vécu en tant que joueur. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre parce qu'on est en Ligue des Champions, parce qu'il y a 50 millions, parce que oui, mais les contrats, c'est pas un an de contrat et ça s'arrête. Derrière, c'est des contrats avec des masses salariales qui augmentent. Et après, ça te met le couteau sous la gorge à te dire, il faut que l'année prochaine, je la refasse. Et c'est là qu'après, on rentre dans des vraies problématiques. Aujourd'hui, on doit faire du Lens. Et le Lens qui a amené le Lens en Ligue des Champions et qui a performé, c'était les joueurs qui étaient restés. Sauf qu'à un moment donné, sur certains points, on s'est oublié. Encore quelques cas particuliers. Il faut nous raconter ça, Maxime. Et est-ce que c'est la même histoire que Thauvin? Et Est-ce voilà. qu'on peut Et faire un est-ce que c'est la même copier-coller? histoire que Thauvin. Comment vous avez réussi à le convaincre? Saint-Maximin, si vous voulez la vraie histoire, c'est grâce à ma fille, en fait. Vraiment? C'est-à-dire Parce qu'il y a 2-3 mois, ma fille, quand Alan était à Bastia, elle était fan d'Alan. Et il y a 2-3 mois, elle me dit, papa, je veux un maillot d'Alan. Et voilà. Donc, je lui envoie un message et il me dit, Jean, il n'y a pas de souci, je te l'envoie. Et puis, après, on fait ça, on est dans la saison, et plus la tête à demander quoi que ce soit. Je rentre du match du Havre, il est 1h du matin, je reçois un vocal d'Alan. Jean, j'espère que ça va, je vois que vous gagnez, bravo, le taf, nanana. Écoute, j'ai pas oublié, je te donne une info, garde-la pour toi. Je vais résilier parce que ça se passe pas bien, j'ai quelques petits soucis. Ah bah ça, c'était un message clair. Non. Et il me dit, Et t'es au Mexique, je hein, ouais. vais passer par la France, je t'ai pas oublié pour le maillot. Il m'appelle pour ça, en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est grâce à ma fille. Je t'appelle pour le maillot. Donc là, j'écoute le vocal, je regarde le ciel
Et je me dis, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant. J'appelle Ben et Victor, qui est le directeur de l'administration sportive. Et je leur dis, il y a ça, j'ai un coup de... Enfin, d'abord, j'appelle Alan, je lui appelle moi. Et je lui dis, bon, qu'est-ce que tu me dis? Là, oui, bon, je vais prolonger. Je lui dis, Alan, viens avec moi 4 mois. Mais il me dit qu'il ne sait pas parce qu'il a des clubs, mais il a peur de prendre une décision. Je dis, viens avec moi 4 mois. Tu as 4 mois pour prendre une décision. Tu vas te remettre dans un championnat majeur. Avec toi, on a beaucoup plus de chances d'arriver à faire quelque chose de fou, que ce soit en coupe ou en championnat. Il y a énormément de scouts qui viennent à nos matchs, des grands clubs. Et on va montrer à tout le monde qu'en fait, même si tu es parti là où tu es parti, tu es encore un vrai joueur de foot avec du talent. Et ça va t'ouvrir beaucoup plus de portes que tu n'as maintenant. Mais sauf que, Jean-Louis, le problème d'un Pas mal l'argumentaire, quand même. Moi, j'entends, ouais, non, argumentaire, il n'y a pas de problème et tout ça, mais le problème, c'est que vous dites c'est un peu fou, machin, sauf que c'est lui qui, de l'extérieur, nous semblait à moitié fou. C'est qu'on ne sait jamais où il va, on ne sait jamais ce qu'il va faire, on ne sait jamais s'il est gérable ou pas gérable, on ne sait jamais quelle est son autonomie de performance. Que ce soit un mec qui a un peu le feu dans les pieds, on n'est pas aveugle, on l'a tous vu au cours de sa carrière. Mais sa carrière, si elle a été à ce point cabossée, avec des fulgurances, comme quand il est en Angleterre, si vraiment il avait gardé ce niveau, il y serait resté. Sauf qu'avec lui, on ne sait jamais. C'est le gars, on le voit bien, c'est le fantaisiste qui arrive avec un espèce de bandeau Louis Vuitton dans les cheveux. Pour le coup, ça correspond pas complètement à ce que Benjamin nous expliquait tout à l'heure de ce que doit être Lens. Un mec un peu fantaisiste comme ça, qui peut avoir des réactions un peu folles. Parfois, il me fait kiffer parce qu'il donne des interviews. C'est fascinant d'entendre parler. Mais je sais pas si moi j'aurais pris le risque de le prendre dans un club. Je veux dire, il va pas me foutre le feu dans le vestiaire, il va pas faire ceci ou cela. En fait, tu vois toutes les questions que je me pose en fait. Bien sûr, mais la facilité que j'ai dans ça, c'est que moi je l'ai connu dans un vestiaire. Et ce qu'on décrit quand les gens parlent d'Alan dans un vestiaire, ils le connaissent pas en fait. Parce que c'est totalement faux de dire Alan, c'est quelqu'un qui arrive, qui s'entraîne, qui est professionnel. Alors oui, il a un bandeau Louis Vuitton. Oui, il a la fantaisie il peut arriver à l'entraînement avec une voiture qu'on n'a jamais vue dans le Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a pas de problème dans tout ça. Mais par contre, après, cette fantaisie-là, elle se traduit aussi par ce qu'il fait ce week-end. Et en échangeant avec le coach sur le match de Auxerre, Le Havre, où on a fini le match assez difficilement, où on a un peu subi même, et il nous manquait un peu de force et de folie parce qu'il nous manquait de la puissance pour aller faire mal à l'adversaire, ou le match même de Marseille. Et ce joueur-là, je ne parle pas d'Alan, mais le joueur-là où on voulait avec un peu plus de jambes, avec un peu plus vertical, si en plus de ça, il a cette fantaisie, ce talent, ça fait ce qu'il a fait contre Rennes et il nous met à l'abri en fait pour aller marquer ce troisième but et finir plus tranquillement. Et je reviens à la discussion que vous avez eue avec lui. Donc, vous lui dites, viens 4 mois, il y a des scouts, etc., qui nous regardent. Sous-entendu, dans 4 mois, tu pourras repartir ailleurs. Est-ce que quand même, au fond de vous, vous vous dites, bon, je vais l'attirer comme ça, et puis ça se trouve, pendant ces 4 mois, ça va bien se passer, il pourra s'inscrire dans la durée. On va pas se mentir, l'aspect financier avec Alan, il a duré 4 secondes. J'ai même pas discuté avec son agent. Après, il a mis son agent dans le call. Il a dit, je viens, la discussion financière, c'est celle-là, c'est réglé. Et il a fait beaucoup. Et il n'y a pas assez de beaucoup d'efforts pour tellement dire, pour venir à Lens. Mais après, il y a quelque chose forcément qui se passe et puis il y a l'alchimie de la saison qui fait que c'est extraordinaire. Donc c'est fou, oui, c'est fou. J'en ai oublié la question. Mais est-ce qu'il peut rester quand même après ces 4 mois? En fait, on va pas se prendre la tête sur l'après ou pas. Ce qui va faire qu'à un moment donné, il restera ou pas, c'est ce qu'on va construire ensemble. Voilà. Et puis après, si derrière, on l'a dit tout à l'heure, Alan a le souhait de rester et qu'on ne peut pas le faire financièrement, on dira non, on restera pas parce qu'on ne mettra pas en danger un club de foot pour se dire on va kiffer. Non, parce que notre but à nous aujourd'hui, c'est de pérenniser les choses. Et on verra mais il a tellement cette folie dont Daniel parlait, c'est qu'il est capable de rester parce qu'aujourd'hui, il a envie de kiffer et de jouer au foot, quoi. Une question pour tous les deux. On a entendu la possible retour au club de Cahuzac bientôt. Vous confirmez ou c'est pas fait? Alors, je vais prendre la parole parce que j'ai un lien très très fort avec Yannick et aujourd'hui on est très respectueux de Yannick, de Lorient et surtout des gens chez nous. De sortir une information comme ça, j'ai pas du tout apprécié parce que déjà, j'irai pas mettre mon ami dans une difficulté. Yannick, c'est quelqu'un qu'on a voulu faire venir l'année dernière et c'est la vérité.
le coach a eu Yannick au téléphone et ça s'est très bien passé. On n'a pas eu cette possibilité-là, d'accord. Yannick arrive en fin de contrat, mais aujourd'hui, je n'ai eu zéro discussion avec mon ami parce qu'il est hors de question que je mette Yannick dans une difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas à Lorient, ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas à Lens l'année prochaine, mais en tout cas, on a le respect mutuel et le respect de nos clubs pour finir les saisons avec nos clubs respectifs. Très bien. Le stade. Ça, c'est. Alors, tout à l'heure, vous parliez de vendre. Quand Joseph Ougourlian est venu il y a quelques mois, c'était pas encore fait parce qu'il y avait quelques difficultés et tout. Mais la vente de Kouchanov était faite et en fait, il nous a dit la vente de Kouchanov, c'est le stade. Ça, c'est quand même. Enfin, globalement, c'était on a matché les prix et tout. Donc, c'est assez bluffant déjà ça. Ça veut dire que maintenant, vous avez un outil à vous qui permet des revenus supplémentaires. Est-ce que ça change beaucoup de choses vraiment ou finalement pas tant que ça? Alors, dans les faits, c'est une image de dire que la vente de Kousanov Bien permet sûr, de payer le stade. bien C'est sûr, des bien sûr. montants, Oui. où il y a une similitude parce qu'effectivement, le Il y stade. a eu une concordance de Voilà, le stade en fait, d'événements. coûte 27 millions d'euros. Avec les frais de notaire, on arrive à 30 millions d'euros. Ça, c'est la réalité économique de l'achat du stade. Après, est-ce que ça change fondamentalement la face économique du club à cet instant? Oui, sur un plan macro, non sur le plan des revenus. Pourquoi sur le plan macro? Ça nous apporte de la solidité. C'est-à-dire que nous, nos actifs, c'est des valeurs circulantes, des actifs circulants des joueurs. On a de l'immobilier qui est le centre d'entraînement, mais d'avoir un stade, pour info, de lever de la dette pour payer le stade, en fait, auprès de la DNCG, ce n'est pas considéré comme de la dette pure, puisque vous avez un actif foncier en face. Donc vous avez cet actif-là. Par ailleurs, ça vient rétablir une réalité économique qui est que le stade, on avait un bail amphithéotique qui allait jusqu'en 2052. Le bail amphithéotique vous permet d'exploiter au quotidien le stade, donc de faire des séminaires, de développer des revenus, sauf qu'en 2052, le stade n'est plus à vous. Mais vous payez chaque année l'impôt foncier, donc vous payez comme si vous étiez propriétaire sans être propriétaire à la fin. Donc nous, ça nous permet d'envisager des évolutions de Bollaert et de ne pas considérer cet investissement comme perdu dans X années. Les évolutions en termes de taille, de nombre de places? Non. Aujourd'hui, en fait, on pense plus à une croissance endogène par la tribune Marek. Donc ça fait 2 ans que l'on a déposé un dossier auprès du ministère de l'Intérieur. On a satisfait toutes les demandes. On a fait les tests d'évacuation. En fait, on a fait Pour faire quoi? pour agrandir la jauge Marek. Alors la tribune Marek, qui est la tribune debout, la tribune Ouais, latérale, la tribune des supporters aujourd'hui, en face. voilà, qui peut accueillir 4200 personnes. On a une étude de sol qui prouve qu'on peut accueillir 6000 personnes. Ah, Historiquement, même, cette tribune accueillait 10 000 personnes. Mais là, l'étude de sol, qui a été faite par le Bureau Veritas, qui est tamponnée, ça dit vous pouvez accueillir 6 000. On a fait les tests d'évacuation. On a satisfait tout ce qui était demandé. Donc, on a changé les contrôles d'accès. Et donc, nous, le but, c'est d'avoir une croissance ici endogène, donc de ne pas construire de tribune, parce qu'on ne veut pas dénaturer l'âme anglaise de ce stade. Donc vous voulez pas, en gros, par exemple, fermer fermer. les virages? oui, non. on peut pas Non. fermer les angles là. On peut, mais après, c'est veulent aujourd'hui. pas le faire, Ce pour des serait- raisons, ce serait top de fermer Pour des les raisons angles. stade anglais historique, quoi. Ça, il y a des pour et des contre. Nous, on est très attachés aussi à l'identitaire. Ce stade anglais, ça fait partie. C'est un monument de France. Et puis nous, on croit aussi en cette architecture. En revanche, après, effectivement, on est porteur d'un projet aux abords de Bollaert, où on aimerait que Bollaert devienne durablement un lieu de vie au quotidien, plutôt qu'une sorte de cathédrale posée sur un parking qui s'éclaire tous les 15 jours. Et donc pour cela, on a des projets avec beaucoup d'éléments qui pourraient attirer du public, notamment des expériences muséales, tout un tas de choses, de brasseries. Mais on avance là-dessus. Tout ceci est lié aussi à des coûts en plus, mais on avance assez sérieusement sur ces sujets-là. Jean Baumel nous rejoint. Salut les amis. Salut Djibo. Bon, question pour Benjamin. On est à Je rappelle 60. que Djibo suit les clubs du Nord depuis Bien sûr. 45 ans. Lance sa banlieue. J'en ai 52. Non, mais il y a quand même une frustration de voir ce nombre de matchs à guichet fermé. On était à 79, je crois. 79, ouais. Voilà. C'est quand même frustrant aussi pour vous, parce que pour 45 000, vous les rempliriez. C'est certain, non? Non, c'est pas frustrant. En fait, il faut considérer et toujours se rapporter à l'histoire. Vous savez qu'en 98, quand le Racing Club de Lens est champion de France, on croit dans l'imaginaire collectif que Bollaert était toujours plein, mais c'est à partir de février que le stade devient plein. Donc aujourd'hui, on pense que le stade est plein parce que effectivement, il y a ce lien puissant qui unit le territoire au club. Parce qu'aujourd'hui, on est un phare qui vient revendiquer la fierté, où beaucoup de choses se sont éteintes, l'arrêt des mines, beaucoup de choses dans cette ville. Mais aussi, il faut savoir considérer que le stade fait 38 223 places, que la ville fait 35 000 habitants, et qu'aujourd'hui, la taille est bonne. Certes, elle est frustrante sur certains matchs,
mais il faut voir les choses dans une continuité. Et aujourd'hui, on a vu sur certains matchs où on avait une réussite sportive un peu plus relative, que les dernières places partaient plus lentement. Donc, il faut avoir de la mesure avec ça. Et bien sûr que j'entends souvent, oui, mais là, vous pourriez agrandir. Mais nous, en fait, ce n'est pas le court-termisme qui nous intéresse. Il vaut mieux avoir un stade plein durablement qu'un stade plus grand qui permette de temps en temps d'avoir des guichets fermés. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui notre croyance. Joseph Ougourlian, qui est venu plusieurs fois dans l'after, comment ça se passe au quotidien? J'ai pas l'impression qu'il soit très interventionniste, qu'il soit là à vous appeler tous les jours pour faire des reportings. Quel est le lien entre le propriétaire et vous ici au quotidien? Le mot-clé, c'est la hauteur. Hauteur sur la vue du club. Et quand vous avez de la hauteur, certes, vous voyez moins les choses du quotidien, mais vous voyez mieux celles qui vous amènent dans des spirales ou celles qui vous amènent dans la construction. Donc c'est une grande chance d'avoir ce lien-là. Les mots, en fait, je pense, qui définissent la relation que l'on a avec Joseph, déjà, c'est effectivement la confiance. Il est très responsabilisant. Et ça, c'est une chance d'être responsabilisé. C'est-à-dire qu'on prend conscience des enjeux. Et nous, aujourd'hui, Jean-Louis est par ailleurs chef d'entreprise. C'est ce qui fait de lui un top directeur sportif. C'est qu'en plus d'avoir le talent de pouvoir accorder les joueurs, de trouver, déceler des potentiels, il a en plus une vision business du fait de ses activités annexes. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les problématiques du club, qui sont des problématiques malheureusement amenées à exister pour un certain temps, du fait des droits télé notamment, on doit, nous, apporter une réponse tout en sachant que Joseph nous dit, voilà, l'idée, moi, c'est de ne pas venir équilibrer, mais que le club soit l'équilibre par lui-même. Moi, j'ai une question quand même par rapport à ça, parce que je l'avais d'ailleurs posé directement à Joseph Ougourlian suite justement à la dernière qualif de Lens en Ligue des Champions. Il se trouve que les salaires ont explosé, on connaît l'histoire, et on sait que derrière, c'est ce qui a causé les problèmes du RC Lens. Et à cette époque-là, je lui avais dit, mais comment vous, Joseph Ougourlian, vous avez pu ne pas être au courant de cette explosion des salaires? Donc quelque part, responsabiliser, laisser de la marge, c'est bien, mais il l'a pris un peu à ses dépens récemment. Je ne peux pas répondre à sa place. Cette période, elle est derrière nous aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer là-dessus. Mais le fait est que Joseph n'est pas interventionniste dans les décisions et après juge les résultats. Donc charge à nous et aux personnes en responsabilité d'être en cohérence et d'être respectueux de la ligne qui est fixée dès le début de saison pour tenir nos objectifs. Nous, voilà, la ligne est claire. Et après, il a une grande disponibilité, parce qu'il est présent, il voyage beaucoup, donc mais voilà, on a des petits rituels, on l'appelle après chaque match. Et on sent aussi aujourd'hui ce qui est très agréable et qui contribue à cet esprit collectif. Et le coach également peut en attester au sein du vestiaire. C'est en fait qu'il vient et il rayonne, il prend beaucoup de plaisir. Il prend beaucoup de plaisir. Parce qu'on parlait tout à l'heure des néo-lensois, si j'ose dire, des gens qui sont arrivés, mais lui c'en est un également. Lui avait un rapport assez distant avec le football, mais je pense que la sociologie lensoise l'a d'abord touché avant le football même, en fait. Une dernière question pour Jean-Louis, le centre de formation. Quels sont les objectifs? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes content de ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont bientôt éclore, ou d'autres jeunes qui vont bientôt éclore? Enfin, quelle est la situation? Ça fait partie des sujets qu'on a pris à bras-le-corps en arrivant. Je crois que Ben l'a dit tout à l'heure, mais entre notre nomination et peut-être le premier joueur, il s'est passé 45 jours. Donc, ça a fait rire mes frères parce qu'ils m'envoyaient des photos. Les gens attendaient des joueurs et attendaient tout ça, mais on avait d'autres sujets à régler, que ce soit arrivée d'un entraîneur, constitution d'un staff, restructuration du centre de formation, et les gens pensaient qu'on ne travaillait pas. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on a pris une autre voie. On a restructuré le centre de formation avec un nouveau directeur du centre qui est David Ducourtiou. Et tout ce qui est en train de se mettre en place, de par la nouvelle structuration du centre, de par le chemin pris par la direction sportive en adéquation totale aussi avec le coach, de faire de la place à nos jeunes, ben on s'aperçoit qu'on travaille très très bien, et les petits Gagnou, les petits Antonio, les petits Fodessila, Bermond et Ryan Fofana arrivent, et on espère qu'aujourd'hui on sera toujours dans la même mouvance pour faire de la place à ce centre de formation, parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous et qui a toujours fonctionné au Racing.